tous. Salut Régis, bonjour Nancy, Inès, bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. On se donne 14h05 comme deadline et on y va. Hein. Bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour Caroline, bonjour. Tu as du monde arriver encore Manon? Tout le monde est là? Pour l'instant, j'ai personne en salle d'attente. Salut Marc. Salut. Une fleur des systèmes d'information est là. C'est un sujet majeur. Oui. Un sujet totalement incontournable. Bon, allez, je te laisse aux commandes. Ouais. Moi, je sous-traite, tu sais. Ouais. Non, c'est bien, c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée. J'avais eu l'idée il y a 5-6 mois, puis bon, moi, bon, je n'ai pas eu un grand enthousiasme. Puis là, Laurence Macaluso a démarré tout de suite. Hein. Ouais. Non, c'est une bonne idée. Bon, allez, see À you. tout de suite. Allez. Ciao. Eric, 14h05. Très bien, merci Christophe. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce webinaire sur une question que notre ami Marc Bidan nous vient de signaler comme incontournable. Effectivement, on me demande tellement de contrôler les diplômes, notamment de mes diplômés, pour voir si les gens sont bien diplômés de mon université, que j'ai bien envie de voir comment la blockchain peut nous aider là-dessus. Donc, le sujet, évidemment, est incontournable. Et pour les directeurs d'établissement, avoir plein d'offres aujourd'hui qui arrivent pour nous aider à faire ça, et notamment certaines offres liées à la technologie blockchain, c'est évidemment essentiel de regarder ça. Plus généralement, je voudrais remercier donc Onege et l'équipe d'IAE France
nous solliciter pour ces activités, ces webinaires. Nous sommes par ailleurs, nous, dans notre mois du développement durable, donc tous les sujets, on va dire, de digitalisation au sens large nous intéressent et intéressent ces sujets. Et je vous remercie à tous aussi d'y prêter attention et je vais vous laisser dans les mains de Christophe et vous souhaiter une excellente discussion. Merci Eric d'être venu et donc d'avoir relevé le défi d'organiser ce webinaire. C'est un plaisir de continuer cette collaboration. Donc, comme je le disais, là, la blockchain, j'avais présenté ça il y a 6-8 mois, puis j'avais fait un petit bid en fait, où on me disait oui, bon, on en a déjà un peu parlé il y a 2 ans, il y en a qui ont fait une expérience, etc. Je suis revenu un petit peu à la charge et donc un petit clin d'œil à Laurence Macaluso qui m'a dit bah oui, c'est super. Donc, c'est le premier événement du mois du développement durable organisé par IAE France et je suis ravi que ce soit Onege qui porte ce premier événement. Alors, la blockchain, on en a tous plus ou moins entendu parler. On a tous entendu parler de la crypto-monnaie, du Bitcoin, de ses impacts sur la consommation d'énergie. On a fait une étude de cas à Montpellier sur la blockchain et l'industrie agroalimentaire, comment finalement pouvoir certifier une alimentation bio de A à Z, du maïs qui est donné en nourriture au poulet jusque, j'allais dire, au magasin. Donc, on voit que c'est des applications très, très concrètes. Récemment, j'ai vu que Christie's avait mis en place un système de blockchain pour certifier l'origine de pièces d'antiquité. Et puis, bien entendu, mais ça, Michel Robert revient là-dessus, si j'y vais un petit peu fort et en caricaturant, est-ce qu'on n'aura peut-être plus besoin des notaires demain si la blockchain est généralisée et mise en œuvre? Donc, ça veut dire que c'est un débat, vous voyez bien, qui est complètement explosif. Si on dit aux notaires demain, vous servirez peut-être plus à rien. C'est un petit peu provoquant, mais c'est un petit peu l'idée. Et l'idée, c'était, si je continue la provocation, c'est de dire, mais peut-être que ça peut complètement bouleverser nos universités, notamment tous nos services de scolarité, qui passent beaucoup de temps sur, en effet, ce qu'a dit le professeur Lamarck, la validation des diplômes, l'attestation, les fraudes aux diplômes, quand on a quelqu'un qui vient s'inscrire. Bref, tout un tas d'enjeux majeurs qui sont ici extrêmement importants. Donc, j'ai réuni des spécialistes du domaine. J'aurais peut-être pu en prendre d'autres, mais j'ai pris des membres d'Onege et avec qui j'ai un petit peu l'habitude de travailler. Donc, on aura dans un premier temps le professeur Jean-Fabrice Lebratti, professeur des universités spécialisé en système d'information de l'IA de Lyon, donc Université Lyon 3, qui est un de nos adhérents. La mission que j'ai confiée à Jean-Fabrice, c'est en gros la blockchain pour les nuls. C'est-à-dire qu'on comprend bien, on entend que c'est inviolable, mais est-ce qu'on peut comprendre un petit peu pourquoi? Parce que c'est un petit peu ça qu'on me dit. Mais est-ce que tu es sûr que le truc il soit vraiment inviolable? Alors, je dis, il paraît que oui. Donc, mais si tu peux nous expliquer là-dessus, de façon à ce qu'on puisse embrayer derrière avec le professeur Michel Robert, donc professeur des universités à l'Université de Montpellier, ancien président de l'Université Montpellier 2, ancien directeur du département de l'évaluation des établissements HCERS, qui est donc spécialisé dans ces éléments-là et a commis 2 articles. Peut-être on les mettra dans le chat, notamment sur The Conversation. C'est pourquoi les universités doivent-elles utiliser la blockchain. Et puis le dernier élément, c'est nos amis de Dijon et notre ami Samuel Mercier, qui, dans le cadre de l'Université de Bourgogne, sous l'impulsion d'Alexandre Fournier, VP au numérique, qui est également l'Université de Bourgogne adhérent d'Onege, et Alexandre Fournier est un des membres les plus présents dans notre conseil d'administration. Donc, je suis vraiment ravi que l'Université de Bourgogne et l'IAE de Dijon viennent témoigner de la mise en place concrète de l'outil. Donc, nous aurons Alexandre Fournier, Florence Demougeot qui a mis en place l'outil, qui est responsable de la communication et des RI à l'IAE de Dijon, avec la solution BC Diploma, et je suis ravi d'accueillir Nicolas Dupuis, qui va rentrer, j'allais dire, dans le côté opérationnel. Voilà. On se donne au grand maximum 16 heures, et donc on va avoir les interventions. On donnera un petit temps de questions-réponses après chaque intervention, et puis après une discussion globale s'il y a besoin. Jean-Fabrice, tu as la parole, pardon. La blockchain pour les nuls, c'est parti. Très bien, je vais juste partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Parce qu'avec des fois des 2 écrans. Est-ce que c'est bon? Parfait. Christophe? Parfait, Okay. parfait.
Très bien. Alors d'abord, merci à ONEJ et au réseau des IAE de cette opportunité pour continuer à parler de la blockchain. Blockchain qui va pas tarder à fêter ses 14 ans quand même, donc elle n'est pas toute jeune. Et tu parlais de la question de la sécurité. Là, la première blockchain qui a été créée, parce qu'on va voir, ce sont les blockchains. La première blockchain qui a été créée, celle qui supporte le Bitcoin avec une valeur entre 500 et 1000 milliards de dollars, n'a jamais été cassée. Donc, je pense que la question de la sécurité, on peut l'éluder. Le système est solide. Le but de cette brève intervention, c'est un peu de savoir, surtout, de donner quelques définitions et d'avoir une vision claire et simple. Parce que comme, à la même manière qu'on peut avoir 50 définitions de l'Internet, et finalement, c'est juste un protocole, là, on peut avoir aussi des définitions assez simples et avoir au moins une vision un peu claire. Pour comprendre ce que c'est qu'une blockchain, il faut partir de ce terme qu'on emploie souvent. En anglais, on dit ledger, en français, c'est un registre. Des registres, il en existe plein. Et la blockchain va s'occuper de gérer ces registres. Alors, des registres, il en existe plein, des registres classiques. Le bon vieux fichier est mauvais, même si j'aime beaucoup Excel, mais le mauvais fichier Excel, dans lequel, par exemple, quelqu'un va récupérer les clés d'une salle de cours, et puis on marque que la salle 305 a été récupérée par M. Martin, machin truc, et ainsi de suite. Ou alors, sur un papier, sur un cahier, c'est pareil. Bah, ça existe depuis très longtemps, ça continue à exister, et globalement, les gens sont contents, sont plutôt contents. Oui, ils en sont contents du registre classique. Mais, premièrement, étant donné que souvent c'est manuscrit, alors manuscrit, ça veut aussi bien dire écrit à la main que je l'ai saisi à la main dans Excel, et donc si j'ai une personne, ça prend 1, et si j'ai 10 personnes, ça prend 10. Donc, ça, c'est pas ce qu'on appelle scalable, on ne peut pas le mettre à l'échelle. Si on a 50 000 étudiants, ça fait 50 000 fois le temps. Deuxième chose, si je prends l'exemple des clés, il y a une file d'attente, parce que comme il n'y a qu'un seul cahier pour saisir pour aller chercher les clés de la salle de cours, s'il y a 50 profs à 8h moins 5 qui sont là, le 50e, il ne commencera pas son cours avant 8h45. Okay. Troisième chose, s'il y a un incendie que ce soit l'ordinateur sur lequel était stocké ce fichier Excel, ou que ce soit le cahier papier qui brûle, ça disparaît. Et puis toutes les salles et toutes les clés de salle on ne sait plus où et qui est où. Quatrièmement, si un petit malin avait pris la salle 305, mais en fait, il voulait la 306 et puis il change le 5 en 6, s'il le fait bien sur un cahier papier ou même sur un fichier Excel, il n'y a pas de trace. Donc, on peut pas savoir. On n'a pas aucune garantie disant que c'est bien le chiffre 305 qui avait été saisi à 10h du matin. Dernière chose, si la personne qui gère l'ordinateur sur lequel il y a le fichier Excel reçoit un mail avec une offre alléchante lui disant qu'elle n'a pas payé son congé formation et clique, et puis ensuite son ordinateur est verrouillé, et le fichier Excel qui sera dessus sera verrouillé aussi. Donc, ça prend du temps, aucune sécurité et aucune fiabilité. Ce système de transaction, pour stocker les transactions, là j'ai dit une carte, aller prendre des clés dans une salle de cours, mais ça peut être vos comptes bancaires, c'est la même chose. Finalement, il possède de nombreuses lacunes. Donc la blockchain, c'est une solution pour ces transactions répétitives et qui nécessitent un peu ou beaucoup de sécurité. Bien sûr, si c'est un truc vraiment pas important une fois de temps en temps, vous pouvez l'écrire sur un bout de papier. On ne mettra pas une blockchain pour ça. Mais maintenant, à partir du moment où ça devient répétitif, tous les jours, il y en a beaucoup, et qu'il faut un minimum beaucoup de sécurité, là, ça sera la blockchain. Des exemples vous seront donnés après, de l'inscription d'étudiants, stocker les notes, des attestations de diplôme. Vous verrez en quoi ce type de transaction est utile. Mais aussi de la traçabilité, Christophe en a un peu parlé, de la traçabilité de produits. Rappelons-nous que Nestlé et Carrefour, par exemple, stockent sur une blockchain le lait Guigos, qui est du lait infantile, qui est un des produits les plus sensibles dans la grande distribution. Et ça peut s'appliquer aussi à des flux financiers, ça peut s'appliquer à des cadastres, finalement, qui garantit que ce terrain est à vous
Voilà. Donc, c'est très, très large. C'est bien au-dessus simplement de crypto-monnaie et diplôme. Ça concerne l'ensemble des transactions qui lient une personne avec une autre pour un objet à une date précise. Comment on peut définir? Alors, là, ce sont les définitions classiques qui, en général, on ne comprend pas tout de suite sur ces définitions classiques parce qu'on a du mal à visualiser. Oui, c'est un registre, c'est ce livre permanent qui est distribué, on va voir, à plusieurs endroits. C'est une façon de stocker ces données issues de ces transactions. Ça s'applique aussi, parce que maintenant c'est très large, de la même manière que l'Internet, ça s'applique à beaucoup de choses. C'est un processus pour gérer la vie d'éléments, qu'on va appeler des jetons. C'est un terme générique. Donc la blockchain, c'est devenu un terme tellement large que c'est devenu un terme générique et qu'on n'arrive pas à bien voir blockchain, bitcoin, tout ce genre de choses. Concrètement et simplement, une blockchain, c'est un fichier. C'est un fichier. Il y a quelque temps, le fichier de la blockchain supportant les transactions du Bitcoin, il faisait 50 gigas. Maintenant, cette copie d'écran, elle est un peu vieille. Là, maintenant, il doit être à 400 gigas à peu près. Voilà. C'est un fichier. Mais dans ce fichier, ce n'est pas un fichier comme un document Word qui se suit, on va dire. À l'intérieur, les transactions sont regroupées par petits paquets qui sont liés les uns aux autres. Et ce fichier, qu'est-ce qu'il a? Eh bien, il est répliqué, il est distribué, répliqué, recopié, ces termes sont synonymes. Juste avant de commencer cette réunion, et je prends encore cet exemple parce qu'il est emblématique, l'exemple de la blockchain qui supporte les transactions liées au Bitcoin, eh bien, il est répliqué dans 14 000 serveurs. Voilà, c'était tout à l'heure, là, il y a une heure, il est répliqué 14 542 fois dans le monde. Ce qui veut dire que même si demain, toute l'Europe décide de supprimer les serveurs qui gardent ce fichier, ben, il en restera encore un petit paquet. Voilà. Donc, pour reprendre le mot du mois, là, il est durable. Ça ne s'efface pas comme ça. À la différence du fichier Excel de la gestion des clés dont j'ai parlé initialement. Ce n'est pas la blockchain, ce sont les blockchains. Il y a différentes catégories de blockchains. Il y a des blockchains d'abord qui sont ouvertes, où tout le monde peut aller, celle du Bitcoin, qui est complètement ouverte. Il y en a qui sont ouvertes, mais il y a quand même quelques limites. Celle du lait Gigos, celui qui achète une bouteille de lait Gigos peut voir avec son téléphone par où le lait est passé, peu importe qui achète cette bouteille de lait. Et puis, il y a des blockchains qui sont fermées à différents niveaux. Bien évidemment, pour stocker au Nasdaq des transactions financières, ça va être entre les différents établissements financiers reliés entre eux et pas à d'autres personnes. Et ça, ces blockchains sont fermés. Donc, il y a plusieurs caractéristiques de blockchain. C'est pas tout le monde peut voir tout le monde partout. Non, ça dépend. Certaines oui, d'autres non. Tout le monde ne peut pas voir l'intérieur de ce fichier et l'intérieur de ce fichier. Ça dépend des cas. Pour aller plus loin, il existe donc différents types de blockchain et différents usages de la blockchain. On peut s'en servir pour faire des investissements financiers. On peut s'en servir. Les premières blockchains faisaient juste le livre. Des blockchains un peu plus récents qui sont arrivés quelques années après, dans les années 2015-2017, ont permis de faire des petits contrats. Par exemple, transaction numéro 1, je suis titulaire d'un contrat d'assurance. Transaction numéro 2, je déclare que j'ai eu un sinistre avec ma voiture. Transaction automatique qui se fait, contrat qui se fait, en fonction de mon niveau de couverture d'assurance et du dégât que j'ai eu, me verser automatiquement 35% de la somme que j'ai engagée dans le cadre de mon sinistre. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle les smart contracts. C'est-à-dire des petits contrats, des résolutions automatiques. Pour toujours aller un peu plus loin, on a entendu beaucoup parler des métaverses et on commence à en entendre parler. Rappelons que Facebook investit 100 milliards dessus, 10 milliards par an pendant 10 ans. Donc, voilà. Le métaverse, c'est bien joli. Mais il faut prouver, il faut authentifier que, par exemple, on a un petit bout de ce métaverse, que ça, là, derrière, il y a ce terme NFT, derrière, il y a une blockchain qui permet, c'est un des moteurs qui permet à ce métaverse d'exister. Donc,
du diplôme, en passant par les gigos, en allant aux assurances jusqu'au métaverse, vous voyez, la blockchain, c'est une innovation de rupture qui, à la manière de l'Internet, qui ne va pas tout remplacer. Il restera encore des petits cahiers où on écrira, mais de plus en plus de transactions seront prises en charge par ce système de gestion des transactions adapté à un grand nombre de transactions, adapté à un besoin de sécurité et adapté à un besoin de durabilité de manière à ce que ça ne s'efface pas. En conclusion, c'est un système qui est, oui, plus sûr, oui, plus durable, oui, plus efficient. C'est du solide, hein. C'est pour ça que j'ai repris la petite photo là, des dolmens de Karnak. C'est du solide, ça dure. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on va être capable de mettre en œuvre cette technologie par nous-mêmes ou est-ce qu'on va devoir la subir, comme le cloud, comme beaucoup de choses. Voilà. Donc, le véritable enjeu, c'est est-ce qu'on va être capable de mettre en œuvre cette technologie qui existe ou est-ce que, finalement, on n'arrivera pas et on gardera des éléments peu fiables et d'autres qui seront pris en charge par d'autres groupes, mais on ne sera plus maître de notre avenir lié à la blockchain. Voilà pour cette... j'ai tenu 10 minutes. Je rends la main à Christophe. Merci Jean-Fa pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions de la salle? Alors, je connais un certain nombre de gens et je sais que là, c'est des experts. Hein. Nancy Rodriguez a essayé de me faire une formation au début d'été sur le métaverse, tu vois. Donc, alors moi, j'ai deux questions là, simples un peu. Donc, le côté inviolable, c'est parce que c'est dupliqué un peu partout, c'est ça, et qu'on se dit, il y aura bien un endroit où ça ne sera pas atteint. Alors non, je ne suis pas rentré sur le côté inviolable, c'est vrai, j'aurais pu. Le côté inviolable, c'est parce que les petits blocs à l'intérieur sont liés les uns aux autres. Et donc, si on en change un, on changerait tous les blocs. Et donc, on verrait que qu'il y a eu une modification, une altération. Donc, le côté inviolable, il est lié à la petite chaîne de tous ces blocs liés les uns aux autres. Voilà. C'est une métaphore qui est pas juste, hein, exact, mais c'est comme un collier. Si je casse un maillon, forcément, mon collier, je ne pourrai plus le mettre autour du cou, il va tomber. C'est pas tout à fait ça, mais le principe, je ne veux pas rentrer dans les termes techniques, mais le principe est là. Donc, l'inviolabilité est là. Le fait qu'il soit répliqué, c'est le côté persistance, inaltération. Inaltération, persistance, on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le perdre. Okay. Et l'autre élément, tu dis le processus pour le mettre en œuvre. Alors, je pense que c'est un peu ce qui va arriver après avec BC Diplôme. Mais c'est quoi? C'est comme un genre de logiciel, c'est ça? On aura besoin de quoi pour mettre en œuvre une blockchain concrètement? Alors, deux cas. On va prendre, parce que j'avais mené une expérimentation comme ça à l'IAE sur un DBA qu'on fait. Il y a plusieurs choses. On pourrait le faire, une université, enfin plusieurs universités pourraient s'allier ensemble et le faire par elles-mêmes, complètement par elles-mêmes. Il y a besoin de quoi? Il y a besoin d'emplacement de stockage, de serveurs et de logiciels. Oui. D'accord. Maintenant, c'est plus simple. C'est plus simple. Et puis, au niveau des compétences, on ne les a pas. Voilà, on va être clair. Il convient d'aller voir des gens qui sont spécialistes comme BC Diploma. Et BC Diploma, eux, vont développer une partie de logiciel et vont s'appuyer sur une infrastructure de serveurs qui sera soit en propre, soit qui sera externalisée auprès d'un spécialiste du stockage, et que ce soit AWS, Azure ou OVH. D'accord, mais c'est bien ça, c'est l'idée, c'est du logiciel, quoi. Enfin, vu de mon côté, c'est il y a du matériel quand même. Oui, c'est du pas, matériel. Oui. Voilà. Il y a du matériel et du logiciel. Ouais, ok. Des questions? Non, bon, après, on peut toujours y revenir, il n'y a pas de souci. Ouais, merci Jean-Fabrice. Merci, avec plaisir. Très clair. Professeur Michel Robert? Oui. Juste une question, Jean-Fabrice. Ouais. Est-ce que tu sais, parce qu'il y a un projet comme ça implique bien sûr un changement et puis des changements d'applications de type Apogée ou d'autres systèmes qu'on a l'habitude d'utiliser dans les universités. Alors, est-ce que ça demande un changement, je dirais, radical, l'abandon d'un outil
pour un nouvel outil avec les problèmes de changement organisationnel et éventuellement de résistance au changement de la part des administratifs que ça peut poser? Ou est-ce que tu sais si des éditeurs sont en train d'intégrer les techniques de blockchain dans leurs solutions? Des éditeurs qui intègrent BC Diploma, on est le témoin, il y en a quelques autres, mais oui, il y a des éditeurs, il y en a. Maintenant, le problème, intrinsèquement, il n'est pas technique. Comme d'habitude, il n'est pas technique. Il est une volonté de le faire, premièrement. Une volonté de le faire. Et un problème, pour l'avoir bien étudié, un problème qu'il y a, c'est de qualité des données. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Un doctorat. Si tu connais le nom du doctorant, les membres de son jury, tu stockes le titre de la thèse, il soutient, etc. Si jamais tu inscris ces données dans une blockchain, par exemple le jour de la soutenance, il y a de fortes chances que le doctorant ait changé son titre de thèse, mais le service de la recherche ne le savait pas parce qu'il avait regardé sur l'ancienne application thèse, machin truc, où là, c'était l'ancien titre qui était au moment de l'inscription il y a 2 ans. Et là, tu te retrouves avec le gars, OK, il a bien son titre de thèse, c'est pas le bon titre, mince, mais comme c'est quelque chose qui est dur, c'est fait pour que ça dure. Donc, c'est pas facile, ça s'efface pas comme un fichier Excel où je supprime le champ et machin truc. Donc, il faut annuler l'enregistrement, en faire un. Bref, pour que la blockchain marche bien dans ces processus-là, il faut qu'il y ait une qualité de données au niveau de la saisie qui soit forte. Or, la qualité de données, c'est très rare qu'elle soit de bon niveau. Et je prends un dernier exemple. Prenons le cas des étudiants, des cas auxquels je me suis confronté, d'étudiants étrangers issus de pays anglo-saxons qui ont comme date de naissance une date de naissance notée à l'anglaise avec mois, jour. Tu es sûr que des mecs nés le 4 mai, finalement, ils vont être stockés comme s'ils étaient nés le 5 avril. Voilà. Et alors, évidemment, il va dire « Ah ben non, c'est pas moi, alors après, mon consulat, il veut pas parce que c'est pas le diplôme, il y va. » Et voilà. Donc, il y a un énorme travail à faire en amont de gestion de gestion de la qualité de données. De standardisation des données, etc., un peu comme on avait en marketing direct. OK. Et là, on est mauvais. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on retombe sur des problématiques qui étaient bien anciennes sur la conception des systèmes d'information à l'époque où on était sur des mainframes et des systèmes très centralisés de données, avec là, au contraire, un système qui est lui-même très décentralisé. C'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a des réflexions là-dessus sur ces problématiques de gestion de la qualité des données? Est-ce que c'est qu'une question de droit d'accès à qui peut modifier ces données? Est-ce qu'il y a des réflexions sur des systèmes de qualité des données, mais qui soient plus collectives, comme les wikis, par exemple, Wikipédia? Est-ce qu'il existe déjà des méthodologies quasiment qui permettent de gérer ce problème-là en amont? Là, ce que tu soulignes me paraît quand même fondamental. Hein. Le problème de la qualité des données a quitté notre champ des systèmes d'information. On sait le faire. Il est maintenant dans le champ organisationnel ou RH. On n'arrive pas à le faire, mais on sait le faire. Je ne vais pas citer cet exemple, mais Facebook a 3 milliards de comptes. Il gère sa qualité de données sur 3 milliards de comptes. Donc, on peut le faire à échelle mondiale. Voilà. Donc, ce n'est plus un problème de SI. Il est ailleurs, le problème. Non, pour alimenter peut-être la discussion, là, il y a la question, enfin, on a eu la question avec l'Université de Lille, par exemple, qui s'est retrouvée dans ce cas qui utilise la solution pour produire ses attestations de diplôme là, depuis cette année. Donc, il y a 20 000 étudiants là, qui ont reçu leur attestation blockchain de diplôme. Et effectivement, il y a eu tout un travail en amont de la mise en place de la solution sur la qualité de données, puisqu'effectivement, il y avait un vrai enjeu pour être sûr que ce qu'on va publier, comme on le fait d'ailleurs sur un diplôme papier, en fait, la question est la même aujourd'hui. Sauf que là, effectivement, il y a un enjeu de pérennité, de durabilité, d'accès à vie aux services. Et l'idée, c'est de pas avoir à revenir sur ce qui a déjà été fait. Donc, pour que ça fonctionne correctement, il y a, à partir d'Apogée, donc il y a eu tout un développement qui a été fait avec un SaaS de validation intermédiaire des données, avec plusieurs acteurs, puisqu'il y a
j'ai plus en tête le nombre de départements, mais il y a une quarantaine d'acteurs différents qui sont concernés par la publication des documents, des attestations sur la blockchain. Et donc, il y a tout un travail qui a été fait en interface avec BC Diploma pour qu'il y ait un système de rôle, de validation successive des données pour qu'au final, ces données, on soit sûr qu'elles soient prêtes à être enregistrées sur la blockchain via BC Diploma. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, qui est en production et qui a... mais qui a duré un certain temps, effectivement, pour, en interface avec Apogee, pouvoir produire ces attestations de diplôme sur la blockchain. Donc, il y a un livre blanc qui est paru, que je pourrais vous partager et qui explique tout le travail qui a été réalisé. OK. Bon, merci de cet échange. On va revenir sur l'outil d'ici quelques instants. Michel, je te redonne la parole. Est-ce que ça a répondu à votre... Régis, tu as la réponse à peu près. On y reviendra, je pense. On va y revenir. Non, mais c'est très intéressant. Très intéressant. Merci pour vos réponses. Bien, donc Michel Robert, donc merci pour l'invitation. Donc je suis professeur effectivement à l'Université de Montpellier, j'enseigne à Polytech, juste à côté de l'IAE, physiquement. Et donc, comme je savais que c'était une chaîne d'intervention, je n'ai pas prévu de diapositive pour ne pas répéter ce qui a été dit et très bien dit dans la première présentation. Donc je vais juste résumer quelques points qui me semblent importants. Le cas du diplôme, je vais le traiter bien sûr, mais à mon avis, il faut voir les choses de manière beaucoup plus large. Je commencerai, si vous voulez, quand même par un point qui me semble important, et je préfère commencer par ça avant de l'oublier. C'est quand même de considérer qu'on est en 2022 et qu'il y a des enjeux de développement durable, des enjeux de sobriété au sens large, et qu'une utilisation déraisonnable de la blockchain, comme pour le métaverse est certainement pire, peut poser des problèmes donc, de consommation énergétique dans le passage à l'échelle de la planète. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu dans mes propos, je suis convaincu de l'intérêt des techniques, des technologies liées à la blockchain, mais il faut quand même faire attention. On parle à l'échelle mondiale de dizaines de mégawatts pour tout ce qui est blockchain actuellement. Alors, ces chiffres sont à vérifier. Le métaverse est pire. On citait Facebook, mais leur première machine, elle va consommer 20 mégawatts pour donc mettre en place leur stratégie de métaverse. Voilà, donc c'est des points qu'il ne faut pas négliger. Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des travaux de recherche. Je vais citer l'INRIA. Il y a quand même derrière, je veux dire, les concepts de la blockchain, il y a pas mal d'approches qui font de l'innovation. Je pense à Tezos, qui est qui est un système d'ailleurs qui est complètement ouvert, qui permet de faire de la blockchain et dont les critères de validation, parce que la sécurisation passe aussi par la cryptographie ou par de la preuve, et ils ont mis au point manifestement des techniques de preuve qui allègent, qui sont beaucoup moins énergivores a priori, et ça c'est important de le noter par rapport à donc toute une innovation qui se passe dans ces domaines. Le second point qui me semble important dans l'introduction, toujours en m'adaptant au discours, c'est que évidemment pour les étudiants de l'IAE, au-delà de ce qu'on discute dans l'organisation de nos campus, de nos établissements, il y a bien sûr des enjeux qui ont été cités. On peut rajouter simplement, pour bien marquer ce qu'est la blockchain, on est dans des systèmes décentralisés, ça veut dire sans autorité centrale, et donc ça permet effectivement, dans des transactions immobilières, dans des transactions financières, de se passer d'intermédiaires, comme les banques par exemple, ou d'autres. Voilà, donc ça permet évidemment de changer le comportement. Et je me permets d'insister, donc on va stocker et transmettre non seulement de l'information, mais surtout de la valeur. Et donc c'est important de voir ces approches, comment les étudiants donc, qui représentent l'avenir vont s'approprier toutes ces techniques, qui dépassent donc ce qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. Donc ça me paraît important, et je vais attaquer donc sur le premier sujet, effectivement. Je vais d'abord vous démystifier l'envers du décor d'un président d'université, quand je l'ai été, par rapport au diplôme. Donc, moi, j'avais plusieurs composantes, dont l'IAE, et chaque année, il faut signer le diplôme. Et le protocole en France pour les diplômes publics, donc les diplômes de l'État, il est quand même assez compliqué. D'abord, c'est une circulaire du MESCRI qui date de 2015, qui fait plusieurs pages et qui explique tout le mode d'emploi, qui consiste à avoir du papier exclusivement en provenance de l'imprimerie nationale,
et puis tout un ensemble de protocoles de signature, dont à la fin, on va trouver la signature du directeur, la signature du président de l'établissement, on va trouver le recteur qui représente l'État en région. Et donc, ça fait beaucoup de signatures. Et ramener donc un président d'université qui va signer chaque diplôme. Moi, je m'étais équipé d'un robot donc, qui imitait mon geste et donc qui signait automatiquement les diplômes. Donc, ça montre bien, avec donc, ce côté un petit peu dépassé, voilà. Mais malgré ça, alors que le ministère, dans cette circulaire, annonçait qu'il y allait avoir de la numérisation dans ces approches, ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'avais rédigé une tribune pour expliquer qu'il fallait absolument passer donc, par la blockchain ou des techniques intermédiaires, mais peu importe, sachant qu'aujourd'hui, les besoins au niveau diplôme, à l'heure des universités européennes, où on va donc avoir des diplômes qui sont partagés sur plusieurs établissements, à l'heure des microcrédits, donc tout ce qui va faire finalement l'enrichissement à la carte d'un étudiant futur diplômé, eh bien, nécessite quand même d'avoir des techniques qui s'adaptent. Je ne vous parle pas aussi du quotidien du diplômé qui a perdu son diplôme. Si on perd ce fameux papier, eh bien, en refaire un, c'est quand même extrêmement compliqué. Il y a une procédure, mais elle est longue, elle n'aboutit pas forcément. Et donc, ça me semble complètement dépassé. Et donc, il faut trouver des solutions. Donc, parmi les solutions, d'ailleurs, dans cette tribune, je citais BC Diploma. Hein, j'alertais quand même sur le fait qu'il fallait trouver, donc, être capable. Donc, pour moi, c'est un message fort. On doit être capable, quand on gère une blockchain de ce type, de faire un retour sur les dépenses énergétiques liées donc à cette mesure, de façon à rassurer les utilisateurs. Alors, la subtilité, c'est que le diplôme, c'est l'État. Donc, mettre en place une blockchain, donc ça sera intéressant d'écouter nos collègues de Dijon et donc l'expérience aussi qui est menée sur l'île, c'est que le diplôme est délivré par l'État. Et c'est important de voir comment cette dématérialisation donc, pourrait être mise en place. Alors, c'est soit effectivement en faisant appel à des sociétés comme BC Diploma, soit en se posant des questions sur la façon de mieux procéder, d'archiver. Tout à l'heure, vous avez parlé du doctorat. Le doctorat, à un moment donné quand même, même s'il y a un suivi, et c'est normal et c'est souhaitable que les titres des thèses évoluent, mais le jour de la soutenance, quand même, c'est toujours du papier. Il y a 2 ou 3 feuilles à signer au niveau des jurys. Et normalement, c'est ce qui permet l'archivage. Et cet archivage, je vous rappelle qu'en France, il est géré par l'ABES et ensuite, elles sont archivées. C'est au CINES, le centre interuniversitaire du ministère, hein, donc il y a tout ce travail d'archivage qui est quand même important. Et voilà, donc ça, c'est un sous-ensemble. Mais c'est quand même intéressant de voir. D'ailleurs, c'est peut-être un bon point de départ parce qu'on n'a pas la masse de diplômes. On diplôme moins de doctorants, évidemment, de docteurs que de licence ou de master ou équivalent. Voilà, donc ça, c'est un point qui me semblait important. Mais à ma connaissance, pour le moment, je n'ai pas vu de solution se dessiner, à part les expérimentations qui seront très utiles, je crois, pour faire un retour. Alors, je connais des cas, mais c'est des établissements privés qui n'ont pas besoin de la chaîne de validation qui passe quand même par le ministère. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place, et donc il y aura l'intervention de BC Diploma à la fin, des blockchains dans lesquelles quel rôle peut jouer l'État ou l'établissement, voilà. Question de mutualisation des ressources, parce que, évidemment, un des problèmes actuels dans les universités au niveau du... Bon, je regarde ça sur l'aspect calcul scientifique, c'est que héberger des infrastructures de calcul, il y a aussi des questions de climatisation, bref, d'énergie. Et à la fin, il faut mieux mutualiser à un moment donné, peut-être à des échelles régionales. Voilà, donc c'est des questions ouvertes et qui méritent donc encore débat. Le second sujet qui m'a intéressé, qui n'a rien à voir avec celui-là, c'est une question pour laquelle je vais quand même corriger un peu ce qui a été dit au début. Les notaires, c'est peut-être une des professions, en tout cas je pense au niveau juridique, la profession qui est la plus et la mieux numérisée en France. C'est-à-dire leur infrastructure est extrêmement robuste,
en termes de sécurisation. Il n'y a qu'à voir, chaque notaire est entièrement équipé et tout se fait de manière numérique. Donc, c'est quand même extrêmement performant. Et à la Chambre des notaires de Lyon, on a fait un partenariat à un moment donné pour essayer de voir comment on pouvait faire un prototype basé sur la blockchain pour mieux authentifier la créativité donc, des chercheurs, des étudiants. Donc, je fais aussi là très court. La créativité, évidemment, il y a le brevet, mais on sait que c'est extrêmement lourd et coûteux. Il peut y avoir des dépôts. Il y a l'enveloppe solo, sous le format papier ou même numérique. Tout ça est assez lourd. Et donc, la question, c'est, alors, les chercheurs ont des cahiers de laboratoire. Ça ne s'invente pas, donc c'est des cahiers qui sont avec des pages numérotées et tous les travaux sont… alors, ça s'applique bien à des domaines comme la biologie, comme la chimie. Et donc, chaque jour, le chercheur va noter et ça peut être une preuve d'authentification à un moment donné, puisque ces cahiers sont relevés et sont ensuite archivés. Bon, là aussi, on pourrait peut-être numériser ça de meilleure façon. Et l'idée, c'était de mettre en place justement donc une chaîne où, évidemment, il y a des dépôts, mais la façon de le faire, si vous voulez, pose la question du passage du monde virtuel, donc, qui a bien tout à l'heure été indiqué, c'est-à-dire les NFT, c'est du virtuel. Voilà, la crypto-monnaie est virtuelle. Bon, il peut y avoir à un moment donné, évidemment, des sorties vers le monde réel, mais dans ce cas-là, il s'agit d'arriver au monde réel qui va consister sur deux actes importants, la date et l'authentification. Et un agent comme notaire, c'est quand même une profession intéressante pour certifier. C'est pour ça qu'on a fait cette petite collaboration pour tester, avec d'un côté des porteurs de projets donc, qui ont envie donc, de déposer leur idée, donc de contribuer, des validateurs. Donc, comment valider eh bien, c'est le rôle que peuvent avoir… Alors, je parle au travers, évidemment, des établissements, mais ça peut être le travail des notaires. Et l'intérêt, c'est aussi d'avoir accès à un catalogue, je dirais, d'innovation dans un domaine donné, qui peut avoir une valeur dans une stratégie de communication. Voilà, donc, ce que je dis, évidemment, c'est… bon, tout ça, on l'a décrit dans l'article dont tu donneras les références, dans The Conversation notamment. C'est dans le chat. C'est dans le voilà, chat, j'ai mis les deux références. Pour mettre, si vous voulez, en pratique, mais je répète, à un moment donné, sur les deux exemples que je cite, c'est la place d'une autorité centrale, le ministère pour les diplômes ou la présidence d'établissement. L'IAE est rattachée à une présidence d'établissement. Et d'autre part, dans le cas de la protection de la créativité, donc sous-entendu enregistrer ses idées, c'est très important parce que je ne vais pas entrer dans une discussion juridique, ce n'est pas mon domaine, mais enfin, un brevet, c'est bien joli quand on sait le défendre. Déposer des éléments au niveau créativité non brevetés, ça vous permettra au minimum de pouvoir vous-même les exploiter. Donc ça, c'est très important dans le domaine de l'ingénierie notamment. Et donc, l'autorité, à un moment donné, c'est d'avoir ce rôle des notaires dont tu vois par rapport à ce que tu as dit au début. Moi, je pense que voilà, des professions comme ça, de façon, elles peuvent être amenées à disparaître. Je veux dire, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir en termes de transactions, dans le rôle des États, au-dessus de tout ça. Voilà, donc je ne vais pas trop m'éloigner. Je reviens donc à la question. Moi, il me semble que la blockchain, utilisée de manière, je dirais, durable au sens qu'on a défini, c'est-à-dire développement durable énergie. Je vais faire la parenthèse rapide sur le Bitcoin. Le Bitcoin, son gros problème, ça a été dit, 14 500 serveurs, le passage à l'échelle de la planète, tous les algorithmes de consensus pour vérifier, voilà, c'est ce qui coûte de l'énergie. Je pense que les questions qu'on a discutées, notamment les diplômes, sont beaucoup moins énergivores, mais tout ça, on pourra en discuter après. Voilà. Merci Michel de ce double éclairage. On était sur le diplôme et tu nous amènes une autre piste extrêmement intéressante pour les universités. Des questions, des réactions? Juste un petit mot sur l'énergie. Il faut comparer, je pense. Parce que oui, 14 000 serveurs, ça semble beaucoup, mais si on prend sur la monnaie fiduciaire classique, l'ensemble des distributeurs de billets qui tournent H24 et chaque ATM, chaque distributeur de billets qui contient que quelques dizaines de milliers d'euros grand maximum, ça consomme beaucoup aussi. Tandis que sur une blockchain, il y a des moyens d'optimiser. Donc,
le bilan n'est pas forcément mauvais. Voilà, il est peut-être même meilleur. Sur du diplôme, combien d'ordinateurs ouverts avec des fichiers Excel, des gens qui viennent exprès faire ça, ça consomme aussi. Voilà. À part qu'on peut optimiser quand c'est sur une blockchain, parce que quelque part, il y a du logiciel et du serveur, et les gérants de gros data centers optimisent au centime près, alors que quand c'est plus diffus, parce qu'il y a du déplacement de personnes, parce qu'il y a différents types de matériel, l'hétérogénéité, c'est beaucoup plus dur à optimiser. Donc, pour moi, si on veut aller dans une certaine optimisation de la consommation d'énergie, il vaut mieux un système de type blockchain. Alors, je voudrais dire quand même, effectivement, on sera d'accord à partir du moment où il y a de la mesure. Donc, il y a des choses qu'on peut mesurer, qu'on peut comparer, ça me semble important. Et effectivement, il faut ramener ça à nos usages. Et voilà, donc de ce côté-là, je dis simplement que c'est important. Et l'autre point qui me semble important, dans le système public tel qu'il est aujourd'hui, si on regarde déjà pour les enjeux autour du calcul des infrastructures, on a besoin évidemment de gros calculateurs, on a besoin de ce qu'on appelle de mésocentres à l'échelle régionale qui vont permettre de mutualiser les équipements d'établissement, mais à un moment donné, si vous voulez, la notion de cloud et autres, que peut apporter le système public, voilà, et surtout par rapport aux data centers qui se construisent donc par des oracles, des Amazon et autres, il faut aussi qu'il y ait une certaine distance pour savoir ce qu'on doit faire sur des données sensibles. Alors, les données sensibles, c'est les données scientifiques, ça c'est clair. Bon, pour les diplômes, je pense que c'est moins sensible, mais cette notion de vérification est quand même importante. Voilà. Et surtout, là, je suis passé un peu vite, je ne vais pas donner toute l'argumentation, mais on sait très bien que nos étudiants, ils vont se former tout au long de la vie. Alors, on peut dire qu'on a des CV, il suffit de les enrichir. Enfin, des diplômes qui permettent effectivement une flexibilité pour montrer, je dirais, tous les compléments suivis, notamment sur ce qui ne s'enseigne pas dans les écoles. Aujourd'hui, les gens qui veulent se former sur la blockchain, eh ben, ils vont se former, voilà. De même sur tous les sujets liés aux enjeux actuels. Voilà, donc c'est important aussi de voir ces degrés de liberté par rapport à ce qu'on a, je suppose ici, vu l'âge moyen, ben, on a tous eu nos diplômes avec des beaux tampons. Voilà, il faut comprendre que cette époque est révolue. OVH est Claude de confiance certifié ANSSI. D'accord, mais OVH, c'est important. Mais OVH a aussi des actionnaires étrangers. Voilà. Bon, OVH, c'est vraiment très bien ce qu'ils font. Bon, ils ont eu un petit bug à Strasbourg quand ça a brûlé par rapport à leur bucket, mais ça, c'est l'histoire. Voilà, je veux dire, des solutions, on en trouve. Voilà, je fais simplement une parenthèse. Je ne veux pas m'écarter du sujet, mais c'est la relation science-société. Les gens actuellement voient dans certaines métropoles des piscines fermées. Voilà, si vous regardez ce que sont les consommations des data centers, il y a de quoi s'étrangler. Voilà, on parle de les lignes, hein, c'est plusieurs mégawatts. Voilà, et c'est des factures pour un centre, c'est ce chiffre en millions d'euros par an. Donc, je ne vous dis pas ce que. Voilà, donc c'est aussi des enjeux importants d'organisation de l'État, certainement à l'échelle européenne. Moi, je pense que les universités européennes vont rapidement mettre tout le monde d'accord. Donc, j'ai tout à l'heure entendu l'anecdote sur effectivement les diplômes anglais. Mais bon, je pense qu'on a trouvé des formats qui permettent de normaliser ça. Je crois beaucoup plus à la pression européenne sur ces sujets que chaque État ou chaque établissement, parce que des établissements ou les IAE réfléchissent, c'est très bien. Enfin, voilà, il y a aussi d'autres enjeux dans les établissements actuellement. Oui, c'est ce qu'on voit qu'il y a d'autres enjeux au-delà de la diplomation. Donc, on est sur un public IAE, pas forcément système d'info. Donc, Marc, si tu veux nous éclairer sur ton passage du PO au POS, en un mot pour tout le monde. Oui, Proof of Stake et Proof of Work. Donc, il y a eu il y a des blockchains, hein, comme l'a dit Jean-Fabrice, et la seconde des crypto-monnaies, c'est Ethereum, a décidé de changer son protocole de certification et passer à un protocole qui exige un peu moins de travail de la part des calculateurs et des mineurs, et donc corollairement qui serait un peu moins énergivore. On appelle ça The Merge, et ça s'est fait il y a 2 ou 3 jours. Et c'est un test grandeur nature au niveau mondial, puisque justement, le débat sur
le caractère énergivore de la blockchain est vaste, c'est complexe. Comme le dit Michel, effectivement, on n'a pas les mesures, on n'a pas les bilans. Tout ce qu'on sait, c'est que de toute façon, c'est énergivore. Voilà. Donc là, certaines des cryptos commencent à contourner, perdent en sécurité pour gagner en sobriété, et c'est ce que vient de faire Ethereum. Ok, merci. Alors là, on voit bien, après avoir vu, j'allais dire, l'outil, la technique avec Jean-Fabrice, là, on a pris un peu de hauteur, une vision très globale, multidimensionnelle des universités, là, parce qu'on ne voit pas dans les IAE forcément ces innovations, ces carnets, comme tu dis, au niveau des labos, etc. Maintenant, on va rentrer dans une mise en œuvre concrète et opérationnelle avec l'Université de Bourgogne. Donc, je laisse la parole au trio, donc Alexandre Vournier, VP au numérique de l'Université de Bourgogne, qui va peut-être nous donner, j'imagine, la vision gouvernance de l'ensemble d'un établissement. Et puis derrière, Florence de Gougeot, l'articulation, la mise en œuvre au niveau de la composante IAE, en tandem et donc en synergie avec Nicolas Dupuis de BC Diploma. Voilà. Alors, ça change tout le temps. Je t'ai vu, voilà, Alexandre, tu es là, tu as la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Christophe et Onej et les IAE. Effectivement, donc c'est vrai qu'on avait échangé avec Christophe sur la question de la blockchain, puisque à l'Université de Bourgogne, on a testé ça, on a commencé à le tester en 2019, juste avant la Covid. Donc on a fait une première expérimentation. Donc effectivement, Florence de Mougeot de l'IAE de Dijon prendra la parole ensuite sur la mise en place réellement d'une solution blockchain à l'université. De mon côté, on était en réflexion justement au sein de l'université sur un certain nombre d'aspects numériques en 2018 et 2019. Et donc, on a commencé à faire pas mal d'expérimentations de certains outils, comme des outils qui sont maintenant reconnus au niveau national et international, avec des quiz en ligne, etc., comme WooClap ou WooFlash. Teams, à l'époque, on commençait à le déployer sur un UFR en particulier, juste avant la Covid, ce qui nous a beaucoup aidé au moment de la Covid, bien sûr. Et puis, on a voulu aussi tester certains autres outils comme la blockchain, et avec un partenaire en particulier, BC Diploma. Donc, on a mis en place une première expérimentation fin 2019. On a souhaité faire un test sur une cohorte assez réduite d'étudiants, avec un petit DU d'une vingtaine d'étudiants. Donc, un DU qui s'appelle le DU Médiation, porté par Stéphanie Graillot-Dirks, qui est une ancienne vice-présidente de l'université. Et donc, on a fait ce test en grandeur nature, avec une remise de diplômes en direct aux étudiants lors de la cérémonie de fin de leur enseignement de DU. Et donc, on a testé tout simplement avec la blockchain et avec BC Diploma. Donc, on a travaillé quelques semaines, quelques mois auparavant pour monter notre plateforme BC Diploma, faire des tests. Et puis, c'est très simple. Après, ça s'est passé en reproduisant un diplôme UB et puis en faisant des tests grandeur nature, de validation d'un diplôme par la plateforme, d'un envoi, etc. Donc, les tests se sont révélés concluants. Et puis, au final, on a fait cette remise de diplôme en décembre 2019 auprès des étudiants du DU. Donc, ça a été la première petite pierre qui, malheureusement, a été un peu stoppée par la Covid. Alors, l'idée, c'était de faire un test qui validé techniquement avant d'imaginer passer sur un déploiement au sein de l'université. Je crois beaucoup à la politique des petits pas, avec un test, expérimentation, avant validation politique et déploiement sur l'université globalement. C'est ce qu'on a fait pour WooClap, Teams, etc. Et donc, ce test s'était révélé concluant, mais on a été complètement stoppé en mars 2020 par la Covid. Et donc, on a repris après la Covid avec le projet justement porté par l'IAE de l'UB, donc Samuel Mercier et maintenant Florence de Mougeot au sein de l'IAE. Et donc, l'IAE de l'UB est la première pierre, j'espère, de la suite du déploiement de la solution blockchain pour les diplômes à l'université. Voilà globalement, très rapidement, sur la vision des choses qu'on a eues à l'université, hein, des expérimentations de différents outils. Et la blockchain, c'est vrai que ça a été une réflexion assez importante, puisque c'est vraiment
c'est vraiment, je pense, on le voit de plus en plus, hein, une technologie qui va se diffuser assez rapidement. Et je rejoins le président Robert, hein, sur la vision des choses, que si ça bouge au niveau européen, ça bougera au niveau nationaux. C'est évident. Et donc, on peut imaginer que si ça bouge au niveau de la blockchain et de la certification des diplômes via la blockchain au niveau européen, ça suivra tout naturellement au sein des États et ensuite les universités. Voilà pour l'expérimentation et le début du déploiement. Donc, je ne sais pas si on me pose les questions déjà ou si je laisse la parole à Florence Demougeot. Tout ouvert, hein, s'il y a des questions tout de suite. Sinon, Florence. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, Michel, allez-y. Non, elle est toute simple. Donc, par rapport à l'expérimentation, c'est un DU. Donc, oui. Je suppose que dans la couche de signature du diplôme, en tout cas de certification, vous n'avez pas la couche rectorat-État, c'est l'établissement directement. Oui, c'est pour ça. Justement, je vous ai écouté tout à l'heure et là, je vous rejoins effectivement sur je ne sais pas comment le dire, mais pas le casse-tête des signatures. C'est juste qu'il y a des signatures qui doivent être valides sur un diplôme pour qu'il soit complètement reconnu. Et donc, le DU, ça nous permettait de mettre de côté cette étape, effectivement. On était en expérimentation et on ne voulait pas non plus aller trop loin. C'était vraiment une expérimentation technique avant tout et le DU s'y prêtait totalement, justement à cause de la question des signatures, effectivement. Ok, ouais, c'était une bonne façon de tester en enlevant une étape, une strate. Ouais. Ok. Voilà, Florence, ça change tout le temps dans l'écran, donc merci d'être là. Alors, cette mise en œuvre, on envoie un diplôme blockchain? Oui, je vais vous montrer. Bonjour à tous. Donc voilà, je suis responsable communication à l'IAE Dijon et je représente aujourd'hui Samuel Mercier, le directeur de l'IAE, qui vous demande de l'excuser de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui parce qu'il fait cours à nos étudiants. Donc je vais vous partager mon écran. Alors, j'utilise plus souvent Teams, donc forcément, là, en bas, le petit truc vert. En fait, il me demande d'aller dans les préférences système pour autoriser. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, je pense que c'est bon. C'est en route. Ouais, parfait. Voilà. Donc voilà, on a voulu l'année dernière, donc en 2021-2022, proposer la solution BC Diploma à nos diplômés en étant composante pilote donc de l'Université de Bourgogne, aussi puisque cette solution innovante s'inscrit dans la stratégie de notre établissement. Effectivement, un de nos axes de développement, c'est de proposer des outils numériques innovants à nos étudiants et à nos diplômés. Donc, bien sûr, BC Diploma nous a semblé très bien répondre à cet objectif. Et comme c'était quelque chose de nouveau, on a voulu vraiment créer une dimension aussi événementielle autour de ce déploiement. Et donc, on l'a présenté à nos diplômés lors de la cérémonie de remise des diplômes. Donc là, je vous montre aussi, j'ai repris les slides qu'on a utilisés pendant la cérémonie pour vous montrer vraiment comment on l'a présenté à nos diplômés. Donc, on leur a montré comment aller s'afficher leur diplôme à l'écran. Donc voilà, là, vous avez le modèle de diplôme tel qu'ils le reçoivent. C'est un modèle générique. Donc, on a développé le graphisme avec notre équipe au service communication. Donc, on a choisi un modèle en lien avec les couleurs de notre charte graphique. C'est vrai qu'on en parlait là, du diplôme officiel avec le papier spécifique, le filigrane. Il est impossible de reproduire ça à l'écran. Donc, on a choisi de faire quelque chose de complètement différent. Au niveau de la signature, on en a parlé aussi, on pouvait choisir d'avoir soit la signature manuscrite, vraiment une reproduction de la signature du directeur, ou alors une imitation, entre guillemets, de sa signature avec une police qui a un effet manuscrit. Donc, c'est ce qu'on a choisi, puisque voilà, on reste quand même sur une attestation de diplôme. On ne peut pas parler
diplôme, véritablement, c'est une attestation de diplôme, mais on verra que cette attestation a toute son authenticité, hein, qu'elle est prouvée que c'est ce sur quoi on a vraiment insisté auprès de nos diplômés. Donc, cette attestation de diplôme qui est à nos couleurs, avec nos logos, qui répond à nos chartes graphiques, elle est aussi responsive. Elle peut s'afficher donc sur écran d'ordinateur, sur écran de téléphone. Elle s'adapte à tous les écrans. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail avec des captures d'écran comment on l'a conçue, puisque finalement, ce qui a été le plus long, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, hein, c'est la préparation des données pour arriver à ce modèle de diplôme qui se génère pour chacun des diplômés. Donc, en fait, on a travaillé avec BC Diploma sur un modèle. On a déterminé des champs variables. Vous les voyez là entre petits symboles. Donc, on choisit vraiment les champs qu'on veut afficher. Par exemple, si on ne veut pas mettre la date de naissance, on ne la met pas. Si on ne veut pas mettre la mention, on ne la met pas. On choisit vraiment le texte qu'on veut écrire. Là aussi, on a choisi aussi de faire quelque chose d'un peu allégé par rapport au diplôme officiel. Donc, en fait, on paramètre tous ces champs dans un fichier, un bon vieux fichier Excel. Donc, nous, on avait 2 lignes pour chaque diplômé. On a 2 lignes dans notre fichier Excel, puisqu'on a choisi, vous voyez en haut du diplôme, d'avoir une version en français et une version en anglais. En fait, chaque diplômé, quand il reçoit son diplôme, il peut cliquer là sur le petit bouton en haut à droite, français ou anglais, pour avoir la version traduite. Donc, on a 2 lignes dans notre fichier Excel par diplômé, une ligne avec les informations en français, une ligne avec les informations en anglais. Donc, on centralise toutes les données des secrétariats pédagogiques et ensuite, on charge ces fichiers dans la plateforme BC Diploma et après, la génération des diplômes se fait très vite. L'inscription sur la blockchain se fait très rapidement. Je vous montre un peu comment ça se présente. Voilà. Donc, on parlait aussi un peu tout à l'heure du risque, entre guillemets, qu'on prend quand on publie sur la blockchain, puisque voilà, c'est gravé dans le marbre, si je puis dire. Donc, BC Diploma propose un environnement de test qui permet de faire comme si on générait nos diplômes, comme si on les écrivait sur la blockchain, sauf qu'ils ne sont pas inscrits sur la blockchain. C'est vraiment pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé dans une donnée. C'est une sorte de brouillon, en fait, qu'on va utiliser avant de faire la véritable inscription sur la blockchain. Pardon. Donc, on a cette plateforme de test. Et une fois qu'on est prêt, on passe à la plateforme de production. Un petit détail technique pour se connecter, voilà, on n'a pas de mot de passe, on reçoit un mail qui nous permet ensuite d'arriver à la plateforme de production. Et voilà ensuite comment se présente un petit peu l'interface. Donc là, forcément, nous, on a déjà généré des diplômes. Donc, on voit le modèle qui a été utilisé pour le DU de l'université et au-dessus, le modèle de l'IAE Dijon. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a généré les diplômes, on peut retourner dans nos campagnes. Là, on ne voit qu'un seul diplômé parce que j'ai mis un filtre, mais sinon, vous avez toute la liste des diplômés qui ont reçu un diplôme. Là, j'ai mis un filtre en français, donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule ligne, mais ce diplômé-là a bien deux lignes, une ligne en français, une ligne en anglais. Donc, vous voyez sur la droite, au bout de la ligne, on voit que le diplôme est bien publié sur la blockchain, que l'étudiant, le diplômé a bien reçu un mail. Je vais vous montrer après comment ça se passe. Moi, j'ai un petit lien depuis mon back-office pour générer un PDF. Si jamais le diplômé me contacte, a besoin que je lui renvoie son diplôme ou quoi que ce soit, j'ai le PDF. Je peux copier le lien aussi pour lui renvoyer, puis je peux visualiser le diplôme si besoin. Donc voilà, c'est une interface très simple d'utilisation, très intuitive. Je reviens à la présentation. Voilà, je vous montre le véritable diplôme. Là, on n'est plus sur un exemple. Là, c'est vraiment le diplôme qu'a reçu ce diplômé, Lucas Coignet. Donc la version en français. Il y a un QR code aussi, parce que ça, c'est le PDF. C'est une capture d'écran du PDF que j'ai généré. Mais sinon, on a bien sur la version en ligne les deux petits onglets, le petit onglet en haut à droite avec le français et l'anglais. Et en bas, le petit symbole vérifié qui apparaissait là en bas à droite, que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, son diplôme en français, son diplôme en anglais. Voilà. Et donc, si on revient à ce qu'on a vraiment présenté à nos diplômés, les arguments qu'on a énoncés, c'est vraiment les 3 qui apparaissent là à l'écran, la dimension vérifiable, infalsifiable et accessible à vie, et le côté partageable du diplôme. Donc, pour le côté vérifiable, voilà, là s'affiche ce qui apparaît si le diplômé clique sur le petit symbole dont je vous parlais
en bas à droite, vérifier. Donc, on voit tous les détails de son certificat sur la blockchain, l'adresse du lien pour accéder à son diplôme sur la blockchain, donc qui est censé, voilà, qui est la preuve que ce document est bien authentique. Voilà comment ça se présente. Et après, comment les étudiants vont le recevoir? Donc nous, on en a parlé pendant notre remise des diplômes. On a eu toute une campagne de mails en parallèle pour annoncer aux diplômés qu'ils allaient recevoir le mail de BC Diploma avec leur lien infalsifiable, qu'il fallait qu'ils le conservent à vie. Donc voilà, ça se présente comme ça. Le diplômé reçoit un mail de BC Diploma qu'on peut quand même personnaliser avec notre logo. Et directement dans ce mail, il a donc le lien blockchain vers son certificat qui est accessible en français et en anglais. Ça, c'est un choix qu'on a fait, nous, au niveau d'IAE Dijon. On peut faire seulement une version en français si on préfère. Il a la possibilité de le partager et il a bien le petit onglet vérifier qui prouve l'authenticité du lien qui est fourni. Et donc, pour le partage, l'idée, c'est que les diplômés aussi puissent déjà simplement envoyer leur lien par mail à un recruteur qui leur demanderait de prouver leur diplôme, mais aussi de le partager sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, ça peut être sur leur profil, vraiment quand ils renseignent leur parcours, leur cursus, mais aussi ça peut être aussi en post, si vraiment ils veulent créer une actualité pour communiquer sur l'obtention de leur diplôme. Et donc finalement, ça va donner de la visibilité à notre établissement, puisque on va avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, sur les diplômes qu'on propose, les formations qu'on va proposer, mais aussi une visibilité finalement qui va rejoindre notre objectif stratégique, dans le sens où on va montrer que l'IAE Dijon est un établissement qui propose des diplômes dématérialisés sur la blockchain, qui innove avec cette technologie numérique qui se répand aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous présenter. Voilà comment on a annoncé la chose à nos diplômés. C'est vrai que moi, j'étais aussi un peu dans l'inconnu. Hein. C'était la première fois qu'on le faisait. Je me disais, quand je vais cliquer sur l'envoi du mail pour diffuser les diplômes, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir des centaines de mails de diplômés qui vont me dire qu'ils n'ont pas reçu leur lien? Je ne savais pas. Bon, j'avais été bien rassurée par BC Diploma. Hein. Les échanges ont été toujours très fluides avec l'équipe. Mais c'est vrai que j'ai eu peut-être 1 ou 2 retours seulement d'étudiants qui m'ont demandé de renvoyer le lien, sinon aucun problème. Et ce qu'on disait tout à l'heure, un des retours que j'ai eu, c'était justement un étudiant international qui avait eu une erreur sur sa date de naissance, parce qu'effectivement, le mois et l'année avaient été inversés dans le fichier qui avait été transmis par le secrétariat. Et donc voilà, on en revient aussi à nos fichiers, à la dimension humaine finalement, qui est celle qui est encore à ajuster par rapport à cette technologie. Mais en tout cas, nous, à l'IAE, on est très, très satisfaits de cet outil et on espère que ça va se développer parce que moi, je pense que voilà, ça reste une attestation de diplôme. On peut pas, c'est pas exactement un diplôme comme le diplôme papier traditionnel, mais après, si ça se répand, si les entreprises prennent l'habitude de recevoir des liens blockchain, des diplômes dématérialisés, elles vont prendre l'habitude de valider des diplômes présentés de cette façon. Merci beaucoup, Florence. Donc, il reste bien un côté humain dans cette affaire, ce qui est quelque part rassurant. Donc, c'est très clair, c'est très illustré. Là, j'ai regardé, j'ai suivi le QR code là, sur mon iPhone, donc c'est super. OK. Ça fonctionne. Ouais, Michel, vas-y, allume ton micro et... Faut que tu allumes ton micro, on t'entend pas, on t'entend. Pardon. Merci pour ta présentation qui est très claire. Et donc, je pense qu'il faut encourager ces expériences justement pour avoir les retours, pour progresser. J'ai juste, donc, on est bien d'accord qu'en parallèle avec ce circuit, il y a le circuit traditionnel de délivrance du diplôme, parce que, sauf erreur de ma part, alors soit les IAE ont un statut dérogatoire, mais normalement, le diplôme, c'est le directeur ou directrice de l'IAE et la présidence de l'université. Il y a 2 signatures. Oui. Et le rectorat, c'est bien ça. Oui, et il y a toujours, voilà. Donc on a toujours le diplôme papier, bien sûr. Voilà, donc on parle d'attestation. Alors, je fais exprès de me projeter. Voilà, je suis diplômé cette année, je suis dans la blockchain, et en 2050, j'ai besoin d'avoir une information, et supposons que les IAE aient changé de nom, d'organisation, je m'adresse à qui? Voilà, je m'adresserai à l'université, je m'adresse à... voilà, comment ça se passe
au vu de l'étudiant, qui, si j'ai bien compris, doit garder son lien. C'est ça, sa relation Voilà. avec. Bah, j'allais dire, normalement, en fait, vous avez presque besoin de vous adresser à personne, puisque normalement, vous avez gardé votre lien en 2050, votre lien fonctionne toujours. D'accord. Et si vous l'avez perdu… Non, c'est l'envers du décor, je m'explique. C'est stocké où? Sur la blockchain. Oui, mais je veux dire… Moi, je peux le retrouver, mais c'est vrai que si l'établissement en 2050 a changé… sur voilà. des serveurs de BC, sur des serveurs… Ouais, voilà. De BC Diploma, soit certains peut-être sont propres, mais sinon sur des serveurs de type AWS, OVH et compagnie. Non, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, et je répète, hein, je suis très très favorable à ce que j'entends, mais je pense qu'à un moment donné, s'il y a un passage à l'échelle, peut-être que l'État mettra des contraintes justement sur la sécurisation de l'archivage aussi, qui est un métier en soi, archiver des données. Juste, ça, là, c'est un domaine que je connais un peu, ça ne pourra pas être plus sécurisé que si c'est stocké sur un… Là, on est en train de faire un Zoom qui est enregistré sur les serveurs d'AWS d'Amazon, il n'y a pas plus sécurisé. Hein. Alors peut-être pour compléter effectivement pour ces questions de conservation du lien, puisque l'enjeu, c'est qu'effectivement, comme l'a expliqué Florence, là, on va le voir, la plateforme permettrait simplement de générer, d'accéder à des enregistrements qui ont été effectués sur la blockchain publique d'ailleurs, hein, puisqu'on en a parlé aussi. Hein. L'idée, c'est que ce lien soit effectivement conservé par l'apprenant et qu'il soit en parallèle également stocké. Alors, selon les établissements, soit dans l'outil de gestion, soit dans une plateforme Alumni, soit dans mon compte formation, puisque c'est un sujet d'actualité pour ceux qui suivent tout ce qui est accrochage des titres RS, RNCP. Donc, on sent que ça avance dans ce sens-là, et la technologie proposée par BC Diploma est conçue pour répondre à ces attentes-là, notamment. Donc l'enjeu, là, on est vraiment sur un enjeu d'enregistrement de données sécurisées, infalsifiables, vérifiables et accessibles en un clic. Après, l'enjeu, effectivement, ça reste de conserver ce lien. Ce lien, il peut être facilement mis à disposition, dupliqué, réenvoyé via des procédures internes qu'on met en place avec nos clients systématiquement pour que les données ne soient pas en fait conservées dans la plateforme BC Diploma. Hein, puisqu'on est vraiment vu comme une plateforme de transfert des informations de votre système d'information vers la blockchain avec une technologie brevetée qui chiffre les données de manière irréversible, qui nous permet de respecter le RGPD et qui permet donc, une fois que ce traitement a été effectué, sous la forme d'une transaction, de rendre disponible cet enregistrement indépendamment de nous. C'est vraiment, quand je clique sur le lien, j'appelle des données qui sont lues sur la blockchain. Elles ne sont pas chez BC Diploma. C'est vraiment toute la force de cette technologie blockchain, avec un cas d'usage vraiment concret de l'accès à l'information dans la durée et avec un coût d'enregistrement qui est unique, qui est payé une fois pour toutes et qui fait que le service est garanti à vie et gratuit pour l'apprenant. Sans enjeu, il n'y a plus d'enjeu d'archivage, de conservation du côté de l'établissement, si ce n'est le lien qui doit être stocké quelque part dans le système d'information. Je crois que j'ai dit une bêtise, il me semble, parce qu'on vous vous adossez à Ethereum, c'est ça? Alors, on a effectivement, alors sans peut-être rentrer dans les approches un peu trop techniques, mais historiquement, effectivement, on a une approche dite cross-chain, c'est-à-dire qu'on a une capacité d'écrire sur plusieurs blockchains. Historiquement, la blockchain technologie assez récente, hein, il y a une première génération de blockchain, comme ça a été très bien expliqué en introduction. Il y a une deuxième génération de blockchain qui arrive, qui est basée sur un nouveau protocole d'enregistrement qui vient d'arriver sur Ethereum et qui est déjà opérationnel sur d'autres blockchains sur lesquels nous travaillons aussi, par exemple Avalanche, pour les connaisseurs. Et donc aujourd'hui, notre solution, elle ne travaille qu'avec ces blockchains, les blockchains de type de deuxième génération, donc qui garantit donc des coûts d'enregistrement qui sont… Alors les études qu'on a, je parle je vois qu'il y a un certain nombre d'experts, donc je ne vais pas m'avancer, mais des éléments qu'on a, on divise par… C'est pas quelques divisions, c'est pas quelques frais coûts énergétiques en moins, c'est des milliers, des divisions par plus de presque 10 000 des éléments qu'on a, du coût énergivore de l'enregistrement d'une donnée sur ces blockchains de nouvelle génération, comparé à des blockchains de première génération comme le Bitcoin ou Ethereum dans sa première version. Donc, on a des vraies réponses aujourd'hui technologiques qui permettent vraiment d'envisager de répondre sereinement à ces enjeux qui sont des enjeux réels
de durabilité et énergivore également, qui sont des vrais sujets hein, quand on regarde effectivement les premières générations de blockchain. Absolument. Donc, on a complètement nous levé parce qu'on a cette capacité à migrer. Et si demain, il y a une troisième génération de blockchain, notre outil a été pensé dès le départ pour pouvoir s'adapter, se plugger, entre guillemets, sur ces blockchains. Au même titre qu'aujourd'hui, il y a des réflexions. Alors, il y a des réflexions, il y a des projets qui sont en cours, notamment pilotés par l'Université de Lille. Hein. Je vous invite je vous transmettrai le lien, mais il y a une réflexion et une démarche au niveau européen autour de l'EPSI, hein, donc qui est une blockchain de consortium européenne et qui milite effectivement pour qu'il y ait notamment des données académiques qui soient stockées et partagées entre les universités dans un format avec un certain nombre de normes qui seraient des données utilisables par tous les étudiants en Europe. Hein, donc, est basé sur ce qu'on appelle le Verifiable Credential. Donc, il y a tout un article. Aujourd'hui, on est le premier opérateur opérationnel sur cette technologie aussi, en partenariat avec l'Université de Lille. Donc, voilà, donc ça bouge beaucoup. On est vraiment à la pointe de ces questions-là aujourd'hui avec nos clients, nos partenaires, et avec une plateforme aujourd'hui qui est complètement opérationnelle et qui permet très simplement, comme l'a expliqué Florence, je peux vous montrer concrètement comment on fait une publication de données sur la blockchain, qui est extrêmement simple à appréhender et qui nécessite aucune compétence technique. Hein. Tout ça est complètement voilà, très simple à appréhender et permettre de garantir une pérennité d'accès aux données de manière sécurisée. Ok, la transition est quasi faite. Alors Nicolas, n'hésitez pas à mettre dans le chat ou après on peut diffuser ce dont vous faites référence. Et donc j'ai mis de Michel Robert. Il y a en fait c'est un article AEF et un article The Conversation que je les ai mis dans le chat. S'il y a besoin, je les enverrai derrière aux différents membres inscrits. Donc Nicolas, je vous laisse continuer comme vous aviez prévu là. Oui, bien sûr. Voilà, vous avez la main. Merci Christophe. Donc, alors, donc, je vais juste revenir sur reprendre un petit peu quelques éléments par rapport à ce qui a été dit et pour vous présenter très simplement, très schématiquement, et n'hésitez pas à intervenir pour vous présenter en fait le principe de fonctionnement de la plateforme BC Diploma, qui est une application donc clé en main et qui permet très simplement dans un environnement dans un environnement web, une application SaaS, donc d'accéder à une plateforme dans laquelle on va retrouver les différents modèles de documents, comme l'a expliqué Florence, d'attestation, alors selon les types de formation, d'attestation, de diplôme, de titres, de certificats, de badges également, hein, puisque ce sont des fonctions qui sont intégrées dans la solution. Et donc l'enjeu, c'est de pouvoir définir tous les documents que vous êtes susceptible de remettre à vos apprenants, et de pouvoir, en quelque sorte, fusionner ces documents avec des données qui proviennent de votre système d'information au travers d'un fichier Excel, en interface avec Apogee, comme on l'a fait avec l'Université de Lille, ou avec d'autres outils, peu importe, hein, puisque la solution a vocation à pouvoir récupérer donc des données, de chiffrer ces données et de les enregistrer chiffrées sur la blockchain. Hein. Et donc, c'est ce qu'on voit sur la partie droite de l'écran avec un système d'enregistrement accessible via un simple lien URL qui est généré à l'issue de l'enregistrement. Et ce lien peut être ensuite envoyé par mail à l'apprenant, comme Florence l'a expliqué. Il peut être aussi déposé donc, dans un outil, dans une plateforme d'alumni et ou outil de gestion pour que l'apprenant puisse, en se connectant dans son espace personnel, accéder aux documents, aux diplômes, à l'attestation que vous lui auriez généré. Donc, il y a plusieurs manières de pouvoir partager, déposer ce lien. On a une partie de notre offre aujourd'hui qui est dédiée à l'accrochage effectivement des titres RS et RNCP. Et la possibilité également, on est en train de proposer un wallet qui va permettre de stocker les liens dans un wallet qui est basé sur ce qu'on appelle l'identité décentralisée, qui permettra d'authentifier l'identité de l'apprenant et qui est aussi un projet européen sur lequel on est en train de proposer une offre pour répondre à ces attentes. Donc voilà la mécanique globale de fonctionnement. Donc une plateforme, des données, on publie et on génère des liens. Concrètement, on va le faire ensemble, comme ça vous allez pouvoir illustrer ce qui a été évoqué précédemment. Donc je suis ici connecté en tant que gestionnaire ici de la Liston University. Donc je suis dans l'environnement BC Diploma.
Et j'ai dans cet espace de travail les différents modèles de documents que j'ai ici appelés comme des bachelors, masters, attestations. Peu importe en fait les intitulés. Retenez simplement qu'on a défini ici des modèles. Ce sont des modèles construits sur mesure sous la forme de pages web qui contiennent toutes les informations que l'établissement souhaite présenter dans son document avec un système des champs fixes et des champs variables. Hein. Il n'y a aucune limite en termes de présentation, hein, autant de données, autant de modèles que vous souhaitez. Et une fois que ces données sont constituées, eh bien vous avez dans le back-office la possibilité, dans un traitement manuel qui peut s'automatiser par API, la possibilité de lancer des campagnes de publication, par exemple, de bachelor. Voilà, je vais éditer la liste de mes diplômes de bachelor. Je peux lancer ce qu'on appelle une campagne qui va me permettre d'aller chercher un fichier, alors ici Excel, qui contient l'ensemble des données dont j'ai besoin pour publier la liste de pour éditer mes diplômés de bachelor. Donc on peut voir ici la liste de tous mes apprenants avec les informations attendues dans le modèle tel que ça a été défini pour le bachelor ici. Et une fois que ces données sont récupérées, vous avez cette fonction de publication qui va permettre au gestionnaire d'aller ici lancer le traitement d'enregistrement des données chiffrées sur la blockchain. Donc, au moment où je vous parle, chaque donnée est enregistrée et accessible à l'issue d'une campagne de publication qui vous indique que les données ont bien été publiées sur la blockchain et dont on peut voir ici le résultat à partir du back-office. Ici, je peux afficher, prévisualiser l'enregistrement qui a été fait au travers de cette page web donc, qui a été créée pour la Liston University pour son diplôme de bachelor. Donc, nous sommes sur un diplôme qui est accessible au travers d'un lien. Ce lien affiche un nom de domaine qui est celui qui est déterminé par l'établissement émetteur. Donc, ceci est complètement configurable. Hein. Donc, on peut afficher des diplômes qui affichent le nom de l'IAE, de l'université, de l'établissement, avec une présentation donc complètement paramétrable. Et sur la partie droite de l'écran, la possibilité d'accéder, comme cela a été dit, ici, aux différentes langues choisies par l'établissement émetteur. Et là, je peux dynamiquement choisir et faire traduire mon document dans la langue qui a été définie dans le modèle. Il n'y a aucune limite en termes de langue. Hein. Aujourd'hui, on a des clients qui sortent des diplômes trilingues dans des caractères qui ne sont pas nécessairement des caractères romains, d'ailleurs, hein, latins, on va dire, plutôt, comme du thaïlandais ou de l'arabe, par exemple. En bas à droite de l'écran, vous avez ici donc, un accès à la partie vérification. Donc, c'est là où la partie blockchain est visible, hein, c'est-à-dire que cet enregistrement, il a été émis par ce qu'on appelle un émetteur qui a ce qu'on appelle une adresse. Donc là, on rentre dans la partie vraiment blockchain et cette adresse, c'est l'identité publique en fait de l'établissement qui est visible, vérifiable directement sur la blockchain. Et ici, enfin, vous avez le détail de toutes les données qui ont été enregistrées, chiffrées et qui sont restituées dans cette page qu'on est en train de consulter. Donc, vous avez un accès direct à ces preuves. Tout ce que je décris ici très rapidement est d'ailleurs explicité dans une page récapitulative pour les novices qui consulteraient le document pour la première fois. On leur explique exactement toutes les informations auxquelles on fait référence dans cet onglet de preuves, en fait, qui est intégré et disponible sur chaque diplôme, chaque certificat émis. Enfin, pour terminer sur cette présentation, ici, vous avez un accès direct aux fonctions d'impression, hein, puisque la mise en place de la solution ne supprime pas hein, le support papier. Tout ça continue de fonctionner, d'exister. Et donc, ici, cette impression, si ça fonctionne, évidemment, ici, je peux la récupérer avec, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, un QR code. Hein. Alors, ce QR code, si vous voulez le scanner, là, par exemple, directement à l'écran, vous pouvez le faire. Ce QR code, il permet, lorsque le format papier, évidemment, est partagé, le PDF, pour un recruteur, notamment, de pouvoir vérifier sur mobile l'authenticité du diplôme, du document, et il a un accès direct, donc en mode responsive, sur son mobile, à l'affichage qu'on a vu précédemment, avec un accès direct aux preuves. Donc, si vous avez des difficultés à y accéder, n'hésitez pas, hein, mais par téléphone, vous pouvez directement donc, vérifier l'authenticité du diplôme. Évidemment, ce diplôme, il peut être partagé également. L'étudiant peut accéder à son diplôme sur mobile, et ce qui, évidemment, favorise le partage.
Donc, toutes ces informations, tous ces liens peuvent être envoyés directement à l'apprenant, directement à partir de la solution. Ici, vous avez des envois par mail ici qui permettent de générer des campagnes d'emailing à l'intention des étudiants. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir très simplement envoyer ces liens aux apprenants pour leur signifier qu'ils sont diplômés et que leur diplôme est accessible en cliquant très simplement sur le mail, comme l'a expliqué Florence. Le résultat, effectivement, c'est qu'on pourra retrouver des diplômes, par exemple, sur des profils LinkedIn. Donc ici, voilà, par exemple, cette personne diplômée d'un établissement qui utilise la solution pour publier ses attestations. Donc, celui-ci a choisi dans sa partie éducation d'aller coller tout simplement le lien vers son diplôme, et donc qui permet ici d'accéder à la présentation du document telle qu'elle a été définie par l'établissement. On retrouve sur la partie droite de l'écran tous les éléments de preuve, de traduction, et puis des fonctions, notamment dans le document, donc qu'on peut faire de manière assez visuellement parlant pour que ça porte l'image de l'établissement, et avec la possibilité également d'intégrer des liens de redirection directement dans le document pour pouvoir donner de la visibilité à l'établissement pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur les méthodes. Donc, de cette manière-là, on peut voir comment les modèles peuvent être présentés. Si on regarde le modèle de l'université, comme cela a été vu, vous voyez la présentation qui a été faite, ce qu'on a vu tout à l'heure en slide, avec le même système de partage et de liens qui peuvent être sur lesquels on peut afficher le document. Donc voilà pour l'essentiel. Autre exemple ici, celui de l'université de Lille. Donc vous voyez que les modèles peuvent varier. On peut citer également l'IAE de Nantes. Donc après, en termes de présentation, on est vraiment sur un usage vraiment qui s'adapte à chaque fois, où on peut reprendre tout le contenu graphique de l'établissement. Donc voilà les différents cas d'usage aujourd'hui qu'on peut rencontrer. Un autre exemple aujourd'hui que vous avez dû peut-être, je pense que vous connaissez bien toute la partie évaluation des langues. Par exemple, les TOEIC sont dématérialisés également via BC Diploma. Et on peut accéder directement, donc voilà la présentation du format digital du TOEIC, avec un accès évidemment aux preuves et la possibilité de télécharger également le rapport de score de l'apprenant. Donc tout ça est complètement paramétrable et en fonction des besoins de l'établissement. Et ici, on peut retrouver le modèle du document que vous avez sûrement dû voir passer avec le QR code et tout le détail de l'évaluation du test qui est généré. Donc voilà les quelques exemples qui illustrent le fonctionnement de la solution. Et peut-être alors je vais vous laisser poser peut-être vos questions, juste pour terminer peut-être sur cet échange. En conclusion, on pourrait peut-être, pourquoi la solution. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui sur l'approche, sur la blockchain, sur ce qu'elle apporte. Au niveau de la mise en place de la solution, les enjeux, ils sont à différents niveaux, ça a été dit notamment, mais effectivement, ils sont au niveau de l'établissement qui a, via la solution, la possibilité vraiment de faciliter toute sa logique de production de documents, avec effectivement un travail sur la qualité des données, mais un enjeu, une fois que les données sont publiées, un enjeu qui fait de suppression de tâches, de vérification, de réédition de documents. Il n'y a plus de perte possible, il n'y a plus de demande de vérification. Et il y a un accès dans la durée aux documents. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de lever toute une charge de travail aujourd'hui qui repose sur les équipes internes quant à la production de ces documents qui sont amenés souvent à être perdus, à être falsifiés, à être réédités. Donc tout ça est complètement levé au niveau des établissements. Pour les apprenants, évidemment, c'est un moyen vraiment évident pour eux que de partager, d'accéder à une attestation, à un diplôme sur leur mobile, par exemple, en version multilingue. Donc, en termes d'insertion professionnelle, c'est juste un usage aujourd'hui, je ne vais pas dire normal, mais apprécié effectivement des apprenants. Et évidemment, pour les recruteurs, la question de l'origine du document ne se pose plus puisqu'ils peuvent la vérifier par eux-mêmes. Donc, toutes les services qui tournent autour de la vérification de références sur les CV, donc il y a pas mal de sollicitations, on sait, au niveau des établissements de vérification de références, tout ça
est amené à disparaître grâce à la technologie blockchain qui permet de la transparence et un accès direct aux preuves d'enregistrement. Alors, je vois qu'il y a des questions. Non, a priori, c'est d'accord. C'est Marc qui nous quitte et Christophe aussi. Très bien. Alors, je vais peut-être vous laisser. Je vous ai dit l'essentiel, je pense. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on va voir, oui, Michel. Donc, moi, ce que je vois, le constat, c'est que dans l'écosystème IAE autour de nous, et ce qu'on va dire les écoles consulaires sont pas mal impliquées là-dedans. Hein, donc, aux IAE d'y aller. Michel. Non, c'est ma question, l'aspect multilingue. Bon, on a le cas classique français-anglais, mais à un moment donné, l'étudiant qui va travailler dans une administration en Italie, par exemple, est-ce que c'est généré automatiquement, quelle que soit la langue, ou bien c'est un service à part? Alors, c'est dans la description du modèle de document. C'est à vous de prévoir au départ que ce document pourra être visible en français, anglais et italien. Ce n'est pas une traduction automatique. C'est vraiment dans les données. En fait, on enregistre les données en français et en anglais. Et en italien. Au départ, absolument. C'est-à-dire qu'à partir de la base archivée, ce n'est pas possible de régénérer plus tard dans une autre langue, dans notre pays. Alors, c'est possible, mais en réeffectuant un enregistrement sur la blockchain, hein, puisqu'on est sur cette logique de données qu'on enregistre. Alors, les données, elles peuvent être en français, en anglais, et puis c'est tout au départ. Mais donc, on est sur une transaction un enregistrement. Et là, en fait, le fait de rajouter une langue viendrait à modifier l'enregistrement, ce qui n'est pas possible. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est important en termes de retour d'expérience que les établissements qui utilisent cette technologie, peut-être qu'ils vont mieux, enfin, en tout cas, par rapport anticiper ce que pourrait être le parcours des étudiants, au moins d'un point de vue de leurs origines et de leur cible de travail immédiate. Exactement. Donc, c'est important. Voilà. Tout à fait. Merci Michel. Donc, on a bien vu le process, hein, qui est, bon, voilà, c'est un logiciel, quoi, en fait. Hein, donc, on voit bien les choses. Bienvenue à Michael de l'IAE de Bordeaux. Des questions, des remarques? Oui, Michel, vas-y. J'ai une autre question, c'est parce que tu as cité l'Université de Lille, donc là, on pourrait dire pour l'Université de Bourgogne, comment réagissent les services de scolarité? Je veux dire, quand il y a les composantes et puis à un moment donné, il y a la gestion, puisque l'étudiant, à un moment donné, il s'adressera à un service de scolarité. Et je complète ma question. Il y a des établissements qui, malheureusement ou heureusement, ça je ne sais pas, peuvent disparaître, donc par fusion ou autre. Voilà, donc la traçabilité, quelque chose qui me semble important, mais tu l'as déjà évoqué. Oui, absolument. Donc au niveau des équipes, effectivement, il y a une charge aujourd'hui. Alors, elle est plus ou moins bien, on va dire, plus ou moins identifiée au niveau de l'organisation, mais il y a une charge effective, une surcharge de travail due à des rééditions, à un travail supplémentaire sur des actes qui ont déjà été réalisés. Les diplômes ou les attestations ont déjà été remises et il faut y revenir parce que donc les équipes sont mobilisées par ça ou parce que demande de vérification de référence, etc. Donc, on arrive avec certains établissements à estimer ce que ça représente en temps passé en plus sur des tâches qui sont, on va dire, assez peu intéressantes quand même, d'aller chercher dans les archives. Donc, il y a un vrai enjeu au niveau des équipes et à partir du moment où on leur explique qu'une fois qu'ils l'ont fait, elles n'ont plus à y revenir, modulo le fait qu'on a bien identifié qu'une fois que ça a été fait, ça va être disponible à un endroit que l'étudiant connaît et qu'eux aussi savent retrouver facilement, donc l'espace, soit dans Apogée, soit dans une plateforme Alumni ou autre. Le service, il est juste fait pour qu'ils gagnent du temps et que ça leur lève cette charge qui est un peu un non-sens, comme ça a été dit précédemment pour les diplômes, de faire tous ces allers-retours de signature. Là, on le fait sur les attestations parce que les attestations, c'est ce qui est remis au niveau aux étudiants dès la fin de leur parcours. Aujourd'hui, on sait que les diplômes, ils sont remis 6 mois, 8 mois après la fin des études et que les étudiants, quand ils terminent leurs études, ils ont besoin de travailler le lendemain, quoi, enfin, en gros. Donc, ils peuvent pas. Donc, ils demandent des attestations. Et c'est ça, en fait, qu'on automatise et qu'on gère de manière définitive. Hein, que cette attestation, elle sera valable dans 1 an, dans 10 ans. Moi, c'est un des éléments que je vois là, on est tous, là, ce qui nous unit là autour de nous, c'est l'université. Hein. Il y a aussi bien de la gouvernance que des enseignants-chercheurs. Je ne sais pas s'il y a des gens des scoles, mais c'est un petit peu dommage. Mais dans mon ciblage, il y avait des gens de la scolarité. À l'heure où on sait tous les tensions qu'il y a sur les services administratifs, si on arrive à dégager 20, 30, 50% du temps de travail de ces services de scole qui sont importants en termes quantitatifs, je ne dis pas bien sûr en termes stratégiques,
waouh, c'est quand même une productivité accrue, quoi. Hein. Oui, complètement. Après, c'est vrai qu'il y a quand même tout un travail aussi d'accompagnement du changement pour ces secrétariats pédagogiques où il faut leur expliquer que voilà, on a un nouvel outil. Déjà pour la préparation des données, moi je l'ai vu, hein, les secrétaires pédagogiques sont partis d'Apogée. Les champs que je leur demandais ne correspondaient pas forcément exactement aux champs qui apparaissaient dans Apogée, ou alors pour vraiment faire comprendre des choses assez simples finalement, mais vraiment qu'il ne faut mettre qu'une seule donnée par colonne dans le fichier Excel. Tout ça, c'est finalement ce qui prend peut-être le plus de temps, je pense. Et il y a quand même tout un travail, tout un travail pour expliquer l'importance de ce passage à des outils plus numériques. Ça ne se fait quand même pas du jour au lendemain. Nous, on a fait en 2 phases finalement. Hein. La première année, c'est le service communication qui a géré l'émission de tous les diplômes. Et là, cette année, on est en train de mettre en place le fait que ça soit géré par chaque secrétariat, que chaque secrétaire ait un accès à la plateforme pour ensuite générer elle-même ses diplômes. On retrouve quelque chose qu'on a eu depuis le début en système d'information, dès que des technologies, enfin, dans les organisations, dès que des technologies sont arrivées, ça modifie les activités à réaliser en interne et ça modifie les compétences nécessaires pour réaliser ces activités. C'est plus les mêmes personnes et plus les mêmes compétences. Voilà, ça fait des déplacements. Exactement. Mais bon, ce que je vois, c'est que notre ami Excel est sauvegardé, quoi. Il est au début du processus, quoi. Alors, ça, c'est encore un reste. Hein. Moi, je dis toujours quand je fais des interventions sur le truc, si on saisit des données dans Excel, c'est déjà qu'on a un peu perdu, quoi. Normalement, on saisit dans une base de données et ensuite on exporte ailleurs. Hein. Mais je savais que Excel reste encore. Oui, dans les bonnes pratiques, entre guillemets, effectivement, l'outil se plug directement, se branche directement au système d'information, puisqu'on travaille notamment dans le domaine universitaire public, mais pas seulement, donc il y a d'autres outils. Et donc, on sait récupérer avec un système d'API publié automatiquement sans passer par un fichier Excel, hein, bien sûr. C'est juste pour que vous ayez le principe de fonctionnement. Le but de cette année, justement, pour nous, c'est d'arriver à avoir la bonne extraction Apogée qui correspond à notre modèle BC Diploma. Ouais, mais donc, quelque part, ça veut dire, pour l'instant, parce que ça va évoluer, vous avez dû faire, je pense, une extraction Apogée, ensuite, quelques petites manipulations dans Excel un peu à la main, et ensuite, là, bien vérifier le fichier Excel et là, l'envoyer à BC Diploma. Dans l'idéal, il y a un flux complet. Oui, et là, voilà, c'est là il faudrait passer. Alors, les outils existent, mais comme une fois de plus, les problèmes ne sont pas techniques. Voilà. Il y a des outils comme Talend, des choses comme ça, des ETL. Il y a des outils qui permettent, mais les problèmes sont ailleurs. Mais la technique pourrait faire un flux complet sans rupture. Tout à fait. Alors, je viens de vous partager dans le fil de discussion donc le livre blanc qui a été rédigé avec l'Université de Lille. Hein, donc, tout ce projet est décrit, on a décrit comment on avait travaillé avec eux pour effectivement, à partir d'Apogée, qui est cette phase entre la publication et Apogée, qui est toute une mécanique de validation avec beaucoup d'acteurs, hein, puisque c'était un gros enjeu de vérification des données pour que la publication se passe sereinement. Michel, vas-y. Oui, juste un commentaire, donc une question. Le commentaire, c'est effectivement, ces expérimentations sont très importantes parce que ça va permettre de mesurer la pression des étudiants qui vont dire finalement cette technologie nous convient tout à fait pour diverses raisons. Là aussi, ce que demandent les employeurs, même si c'est évidemment variable entre les startups et les administrations, mais donc c'est important de voir l'évolution des écosystèmes. Et ma question est la suivante. Dans les diapositives, je vois que vous êtes remonté à Napoléon Bonaparte avec l'école des ponts et chaussées, créée au XVIIIe siècle. Et donc, utilise BC Diploma. Ma question, c'est qu'effectivement, en France, il y a plusieurs ministères. Donc, ici, on parle d'enseignement supérieur, recherche avec la direction concernée, la DGZIP. Il y a évidemment le ministère de l'Industrie. Je ne vais pas citer tous les autres ministères concernés en France. Est-ce que vous avez eu des discussions avec les tutelles ministérielles, disons, des établissements, et est-ce que vous sentez que ça bouge de ce côté-là? Alors, je ne vous cache pas qu'on a du mal à accéder à ce niveau de décision aujourd'hui, mais on a dans beaucoup de domaines, encore une fois, pas que le domaine entre guillemets universitaire, mais dans d'autres domaines avec d'autres établissements qui dépendent d'autres ministères, on sait qu'il y a des choses qui
il y a des délégations de signature, par exemple, hein, ce qu'on a pu voir dans certains établissements, qui laissent la porte ouverte à peut-être aller plus loin et à donner plus d'autonomie et qu'on arrive à voilà, non pas supprimer, mais qu'il n'y ait plus que le rectorat, par exemple, admette que les documents puissent être signés autrement que manuellement. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, oui, vas-y. Et je rajoute un dernier point. Avec les universités européennes, entre autres, mais il y a des exemples, comment vous allez intégrer le fait que l'étudiant il aura son diplôme maison? Alors peut-être que la maison, parce que je suppose que si c'est 4 établissements dans lesquels l'étudiant a circulé, et donc il a un diplôme signé par 4 établissements, il y a peut-être un établissement principal. Voilà, comment vous allez faire pour marquer dans le complément du diplôme qu'il a fait une année dans un établissement d'Angleterre, une autre en Allemagne, au hasard? Alors, il y a toujours cette idée d'émetteur hein, du diplôme. Hein. Au final, l'étudiant a obtenu un diplôme. Alors, est-ce qu'il a obtenu 4 diplômes ou il a fait 4 années dans 4 universités différentes, mais à un moment donné, il a bien le diplôme, alors peut-être des 4 universités ou d'une seule d'entre elles. Donc, ça, on garde cette approche hein, de signature d'émetteur, hein, ce qu'on appelle l'émetteur. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, et c'est tout l'enjeu de ce qui se fait au travers de l'EBSI, c'est que l'étudiant qui a eu son diplôme dans une université en Roumanie, qui arrive à Lille, comment Lille est sûr que le diplôme qu'il a obtenu en Roumanie est un vrai diplôme pour pouvoir poursuivre ses études. Et justement, le BSI permet donc de mettre à plat ces standards en fait, de vérification pour garantir que ce qu'on est en train de consulter, technologiquement parlant, c'est vrai et c'est bien ce qu'on est en train de voir à l'écran et bien ce qui s'est passé avec cet étudiant sans avoir à aller interroger l'université émettrice pour être sûr que l'étudiant a bien fait ses études-là. Dans ce cas, et puis j'arrête. Comment se situe en France? Sous-entendu, est-ce qu'il y a des pays en Europe beaucoup plus avancés sur ces questions? Parce qu'ils ont, je pense, l'Allemagne est décentralisée par Länder, l'Espagne pareil, etc., etc. Est-ce qu'il y a vous avez vu, ou alors vous êtes uniquement focalisé sur la France? Alors, on est aujourd'hui dans une vingtaine de pays, effectivement. Donc, je dirais, il y a effectivement, on sait que les pays anglo-saxons, par exemple, sont beaucoup plus, on va dire, acceptent beaucoup mieux ce genre d'évolution et on n'a pas ce principe de signature manuscrite. Hein. Ce sont des choses qui sont déjà entrées dans les principes de fonctionnement de en Angleterre, aux États-Unis par exemple, hein, ce sont des choses qui sont rentrées vraiment dans une logique naturelle de fonctionnement. Après, on voit que ça avance, hein, mais effectivement, il y a une certaine inertie encore aujourd'hui, malheureusement. Mais le fait qu'on ait ces échanges, qu'on arrive à travailler avec des établissements publics, qu'on ait un peu plus de 130 et quelques établissements dans le monde qui utilisent la solution aujourd'hui, montre que les choses avancent. Il y a toute une logique aussi autour de la dématérialisation, autour des reconnaissances de compétences, des badges qu'on propose également. On a parlé des titres RNCP. Donc aujourd'hui, la Caisse des dépôts dit voilà, moi les titres, je vous demande de les fournir, d'attester de la réussite d'un apprenant dans un registre qui est le passeport de compétences et fournissez-moi des données. Je n'ai plus besoin du document papier, hein, je veux des données. Et dans les données, il se trouve qu'il y a une preuve, il y a un certificat numérique qui peut être joint pour que l'apprenant, le citoyen, quand il va se connecter, récupérer, pouvoir accéder à son passeport de compétences, il puisse accéder au certificat que l'établissement aura délivré. Donc on est aujourd'hui, ce sont des choses qui existent. On travaille étroitement sur ces sujets-là avec la Caisse des dépôts notamment et avec les certificateurs pour pouvoir produire ce type de documents de manière irréversible, infalsifiable, accessible à vie, etc. Donc les choses avancent quand même, hein, mais peut-être pas au niveau de l'éducation nationale si on regarde le ministère de l'enseignement. Peut-être. Non, mais c'est sûr, ce que dit Michel Robert, c'est l'impact européen. Et à ONEJ, on a une chargée de projet qui bosse beaucoup sur les micro-credentials et leur certification. Et c'est impulsé par des projets européens. Et on est à fond là-dedans, c'est clair. OK. Petit mot de la fin, alors chacun, Jean-Phal, petit mot. Merci beaucoup pour cette occasion de partager, d'échanger. Et on apprend toujours en écoutant. Donc, c'est vraiment… merci beaucoup.
Et puis, juste sur BC Diploma, le fait que BC Diploma existe encore après et passé plusieurs étapes, c'est un témoignage parce que c'est un environnement très turbulent, donc ça montre leur sérieux, quoi. Michel? Oui, écoutez, moi, pareil, hein, je suis vraiment content d'avoir participé parce que j'ai appris plein de choses. C'est bien de voir ce qui se passe, notamment dans les exemples cités, y compris l'île. Hein, donc, voilà, moi, je vais faire de mon mieux pour faire bouger. J'avais fait cette tribune, mais je n'ai pas eu de réaction du ministère. Donc, peu importe, je vais remonter parce que je crois que de toute façon, c'est incontournable, on n'a pas le choix. Voilà, et donc, c'est aussi, je veux dire, on parle de service public hein, pour ce qui nous concerne, c'est aussi l'intérêt des étudiants. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et juste pour BC Diploma, oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je dis au départ que les aspects énergétiques ont été catastrophiques au départ, mais maintenant, il y a quand même de bonnes avancées. Mais peut-être que c'est important dans les rapports que vous avez avec les établissements de donner des petits bilans, parce que je pense que ça va être très contraint dans les établissements dans les semaines à venir sur les questions énergétiques pour diverses raisons. Et donc, c'est important de montrer qu'effectivement, c'est raisonnable. Je veux dire que les bénéfices l'emportent sur les contraintes. Voilà. Merci. La team bourguignonne. Je laisse la parole à Florence déjà. Allez-y, Florence. Merci beaucoup. Hein. Je suis ravie d'avoir pu partager l'expérience de l'IAE Dijon. Pour moi, ce type de solution d'outils numériques dématérialisés, c'est vraiment l'avenir. C'est ce vers quoi on veut tendre et ce vers quoi on va continuer de tendre parce que voilà, nos diplômés aussi sont les acteurs de cette transition numérique de demain. Donc, il faut aussi que nous, établissements, on les accompagne dans cette démarche. Ça passe par eux, en effet. Alexandre? Effectivement, alors Christophe, on avait échangé il y a plusieurs mois sur la question et on s'était dit on va monter un webinaire dans lequel on pourra confronter des personnes qui ont expérimenté, qui ont mis en production la solution blockchain, donc avec BC Diploma notamment, et on va pouvoir échanger entre personnes qui se posent des questions vraiment précises sur ce qu'est la blockchain. Et je trouve que l'échange qu'on a eu aujourd'hui résume bien ce que nous, Christophe, toi et moi, on avait imaginé dès le départ, c'est-à-dire un échange qui puisse partager la mise en place concrète d'une solution et en même temps avoir une réflexion technique sur ce qu'est la blockchain. On se dit la blockchain, qu'est-ce que c'est, etc. Les échanges qui ont eu lieu aujourd'hui avec l'apport de Nicolas, des uns et des autres, techniquement parlant, ça montre bien ce que c'est la blockchain et puis ce que ça apporte. Et moi, je crois beaucoup à cette technologie qui, à mon avis, va de toute façon se développer très largement dans les années à venir. Et donc, c'est pour ça qu'à l'UB, on a voulu expérimenter dès la fin 2019 et mettre en place en production avec l'IAE. Je suis très content qu'un IAE, et donc celui de l'UB, ait pu travailler sur une mise en production. Parce que du coup, c'est vrai que l'expérimentation qu'on avait menée, qui avait été cassée par le Covid, entre guillemets, a pu finalement aboutir à quelque chose qui concrètement fonctionne aujourd'hui. Petite réflexion sur les aspects scolarité, effectivement, c'est vrai que c'est souvent la question qu'on se pose quand on met en place un nouvel outil au sein bon, moi je parle de mon université plus particulièrement, mais on se dit toujours quelles vont être les réactions des collègues qui vont avoir à travailler au quotidien avec ces outils, comment justement franchir la barrière du passage à un nouvel outil, et Florence l'a bien indiqué. C'est très important de travailler avec les équipes en amont pour les convaincre de l'intérêt. Et c'est vrai que la mise en place d'un tel outil, ça demande toujours un effort assez important au tout début. Et après, on est gagnant une fois que la solution est mise en place, on est quand même, je pense, gagnant sur du temps gagné pour faire autre chose, par exemple. Voilà, en résumé, je voulais vraiment que cet échange il serve à ça et j'ai l'impression qu'on y est parvenu aujourd'hui. Non, ça, c'est des problématiques que nos collègues de SI maîtrisent bien, l'utilisateur final, l'adoption, l'acceptation des technologies. Juste en un mot, l'UB va généraliser ça. L'idée, c'est de généraliser ça à d'autres composantes ou... Moi, j'aimerais bien que l'exemple de l'IAE puisse servir de début que ça fasse boule de neige au sein de l'établissement. Nicolas Dupuis, merci. Oui, merci à vous pour la qualité de cet échange. J'étais ravi de pouvoir partager ça avec vous.
Et vraiment, je vous invite à voir ce qui s'est fait à Lille, hein, parce que ça laisse au-delà au niveau des IAE, c'est voilà, on peut avancer concrètement, mais on peut aussi avancer dès qu'il y a une volonté vraiment au niveau de l'université. On arrive à faire des projets vraiment concrets et qui servent l'ensemble des parties prenantes. Merci beaucoup. Des réactions dans la salle? Non? Personne veut intervenir? Oui, vas-y, Michael. Bonjour. Désolé, hein, j'étais en soutenance avant, j'ai pris en cours de route, hein, et donc j'ai peut-être posé une question stupide ou qui n'aura pas forcément écho avec ce que vous proposez, mais il va y avoir une nouvelle plateforme pour les masters à partir de février-mars, hein, master, et je voulais savoir, il y aura des ponts possibles, quoi, on peut envisager des ponts possibles ou c'est déjà prévu des ponts pour vérifier les diplômes, etc., par exemple, de tous les candidats? C'est Mon Master, c'est ça la plateforme, Mon Master. Oui, je ne sais plus, oui, Master, Mon Master, je ne sais plus exactement comment, mais je sais qu'elle va, elle va arriver hein, en début d'année prochaine. Prochaine campagne de recrutement, elle est comme ça, oui. Je ne sais pas, là, Nicolas, qui veut répondre? Je ne sais pas, moi, je n'ai pas de réponse. Hein, à partir du moment où si les documents sont produits, enregistrés sur la blockchain, les documents sont vérifiables. Sans ça, ça reste à vérifier, donc, puisque c'est le support technique en fait qui fait que le document est vérifiable. Donc aujourd'hui, sur cette plateforme, on n'a pas été en échange sur ces questions-là. Si je comprends bien la question de Michael, il n'y a pas eu un partenariat pour construire la chose ensemble, mettre des rubriques ensemble ou des choses comme ça, quoi. Et je vais les contacter de ce pas. D'accord. Mais par contre, si je comprends bien, si l'étudiant dépose son diplôme, on pourrait potentiellement voir que le diplôme qui est déposé est bien… Si l'établissement dans lequel l'étudiant a suivi sa formation lui délivre un diplôme, une attestation dont les données sont enregistrées sur la blockchain, effectivement, il pourra le partager. Ce n'est pas lui qui fait l'action, c'est vous, établissement, qui lui attribuez la certification, la compétence, la formation. Et parce que vous le faites au travers de la blockchain, il a les moyens, lui, derrière, de pouvoir s'en prévaloir auprès des recruteurs et d'autres établissements. Okay. Mais donc, potentiellement, pour nous, établissements, si on a des candidats qui nous mettent ces pièces-là, les gestionnaires de scolarité gagneront énormément de temps à vérifier. Exactement. Je vois bien l'intérêt. Merci beaucoup à tous d'avoir pris du temps pour préparer et puis d'avoir pris quasiment 2 heures pour venir exposer. Donc, on a tenu le contrat, hein, 16 heures, tout sera terminé. Et Christophe, j'ai l'impression que quelqu'un lève la main, non? Quelqu'un lève la main. Alors, attends. Qui c'est qui lève la main? Fou, oui. Mais il faut que vous allumiez votre… Ouais. Je ne vous ai pas vu, désolé. Non, il n'y a pas de quoi. Je suis un peu caché et obscur même. J'appelle, je suis là dans un tout petit pays au fin fond de l'Afrique, le Cameroun, et c'est déjà une prouesse que pendant 3 heures de temps, il n'y a pas eu interruption de connexion. Super, merci d'être venu. Vous êtes où? Au Cameroun. Oui, mais au Cameroun, à Douala. Je suis président et promoteur d'une école supérieure de commerce et de management que j'essaie de développer sur une marque française, Piget. Et puis les jeunes, puisque je suis toujours avec eux depuis plus de 30 ans, ils ont créé une association, Blockchain Association Cameroun, et m'ont demandé de présider le conseil des membres d'honneur de cette blockchain. Et je me suis dit à l'occasion qu'il faudrait que je vienne apprendre. J'ai été très, très, très impressionné. Et surtout, j'ai pris note que je vais essayer de rentrer en contact avec Nicolas Dupuis pour avoir des informations. Et chez nous, et particulièrement au Cameroun et en Afrique centrale, il y a beaucoup de challenges. Notamment, il y a même des banques, il y a des banques centrales où il y a des hackers qui ont fait plein de… Tout le monde panique. Et quand je vois là qu'il y a des blockchains open et la blockchain close, peut-être à partir des blockchains close, il y a des choses qui peuvent être faites. Parce qu'au départ, tout le monde a rejeté cela, mais aujourd'hui, on essaie plutôt de penser à une blockchain institutionnalisée au niveau des banques centrales.
hein, ça m'intéresse et je suis vraiment très, très, très ravi. Voilà. Je vous laisse entrer en contact avec Nicolas Dupuis. Venez voir aussi ce qu'on fait dans les universités numériques, notamment au Neige, où on a beaucoup de ressources éducatives libres qui peuvent être utiles pour vos étudiants et vos écoles. Encore merci à tous. Merci aux deux équipes support d'IAE France qui nous ont aidés sur l'organisation, sur la mise en œuvre. Merci à Laurence Macaluso, merci à Manon qui est là pour clore techniquement ce webinaire. Merci à Marie Monsterlit et toute l'équipe IAE France, à toute l'équipe au Neige qui nous aide à réaliser ça. Bonne fin d'après-midi. Le replay sera disponible très rapidement et on le diffusera au moins sur le site d'Oneige, peut-être via Twitter et LinkedIn. Merci beaucoup encore. Bonne fin d'après-midi et au plaisir pour de nouveaux webinaires. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.